n'attends pas pour acheter de l'immobilier, achète et attends. On avait 20 000 balles chacun, on s'est vendu du rêve. Je vais conquérir le monde et pour l'instant, t'as qu'un PowerPoint, quoi. Et puis le cash, il est rentré vite. On a eu de la chance. Bah oui, parce que t'es content, t'y arrives et puis t'as quelqu'un qui te fait confiance alors que t'as même pas encore posé l'enseigne. Et exactement, et puis après, ça a été très très vite. En fait, on s'était fixé la première année de faire un chiffre d'affaires de 300 000 euros. Ouais. On a fait, je crois, 150 000. Puis après, du coup, tu recrutes. Après, les gens, ils voient tes panneaux, ils te disent c'est qui ces ovnis. Nous, on rentre à peu près 150 mandats par semaine. C'est on y va, on est là pour prendre des parts de marché. Ce métier, c'est que de la rencontre. C'est le Graal. J'avais la tête dans le guidon. Et des fois, je me dis, c'est pas possible. Ouais. Le téléphone, il faisait que sonner. Ce podcast est réalisé main dans la main avec le cabinet Adexca, l'expert comptable humain et digital qui connaît par cœur les besoins des pros de l'immobilier. Avec leur proximité, leur expertise pointue du secteur et leurs outils digitaux, ils rendent la vie plus simple et boostent la performance de ceux qui l'accompagnent. Un immense merci à toute l'équipe Adexca pour leur confiance et leur soutien dans cette belle aventure audio. Bon visionnage. Jonathan, merci de nous faire l'honneur d'être parmi nous chez Brique par Brique aujourd'hui. Avec plaisir. Si tu as regardé le premier épisode, tu sais qu'on démarre par une petite question. Vas-y. Si tu étais un bien, lequel tu serais ? Des murs de boutique. Ouais, c'est ça. Un arrondissement en particulier ? Tout Paris et même la banlieue, ça marche très bien. Superbe. Je te laisse te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas. Je m'appelle Jonathan Citruc, j'ai 2 filles, je suis cofondateur du groupe Point de Vente et j'ai 41 ans aujourd'hui. Ah, c'est ton anniversaire ? Bah oui. Bah bon anniversaire alors. Merci beaucoup. Écoute, on est là pour parler de toi, donc je te laisse te présenter. On va parler du toi petit, principalement. Alors moi petit, donc j'ai grandi au Raincy dans le 93. Ouais. Parents de mère fleuriste, père carrossier et après ils ont bifurqué dans l'immobilier. Donc j'ai quand même grandi avec cette âme de l'immobilier. Depuis toujours j'étais un petit peu entrepreneur. J'ai commencé moi dans la tech, mais ça s'appelait pas la tech, ça s'appelait l'informatique, où je faisais des sites internet à partir de 15 ans. Ok. Et j'allais dans le sentier avec mon petit sac à dos et je commençais à faire tous les petits sites du sentier. Ok. Donc c'est comme ça que j'ai rencontré après des clients auxquels je leur ai vendu des murs de boutique parce qu'il y a eu beaucoup de fortunes qui se sont faites dans le sentier. Ok. Voilà, donc entre 15 et 18 ans, je commençais déjà à très bien gagner ma vie. Avec ça, du coup. Avec ça, ouais. À 15 ans, tu commençais à faire des sites internet. Ouais, à partir de 15 ans, Enfin, c'est beau. en mode autodidacte et C'est tout. précoce, hein. Et c'était tous les débuts des sites internet. Et donc j'allais les voir, je leur prenais 4 000 francs, 5 000 francs, 10 000 francs. Et donc je tournais 3-4 sites par mois. À un moment, mon père il a cru que j'étais dealer parce que j'en avais beaucoup d'oseille. Mais non, ouais, donc ça a commencé par les sites internet. Ok. Voilà. Et- Donc ça jusqu'à mes 22 ans. Donc j'ai fait un bac S, Ouais. spé maths. J'ai raté ma première année. Ok. J'ai redoublé. Je l'ai repassé, j'ai eu mon bac. Je T'étais devais où à aller l'école, du coup, au Raincy aussi ? au Raincy, ouais. Ouais. Et après, j'ai fait école de commerce ISG, Mhm. où c'est là où j'ai rencontré mon associé. D'accord. Voilà. Ok. Et tes parents, donc tu m'as dit qu'ils étaient dans l'immobilier, enfin qu'ils ont bifurqué après dans Mon l'immobilier. père, tous les 7 ans, il a changé de métier. Ok. À chaque fois, il a dit non, je fais un nouveau métier. Donc, il a fait commencer carrossier, pressing. Après, il a monté une agence immobilière au Raincy. Ouais. Et il m'a donné un peu la fibre. À chaque fois, je partais avec lui. On allait voir les locataires, on allait prendre des mandats, etc. Donc, j'ai grandi comme ça avec ça. Ok, génial. Donc ISG, après. ISG, je continuais à côté ma boîte de site internet. Ouais. J'ai rencontré mon assoce David Brami à l'ISG. Ouais. Et il est venu me voir, il me dit attends, je comprends pas, tu gagnes une tonne de pognon, je veux aussi gagner de l'argent. Ouais. Et donc je lui ai dit ok, bah rejoins-moi. Et il m'a dit moi ok, je vais trouver des clients, etc. Je lui ai montré comment on faisait les sites et puis après on a remonté des sites internet pendant 2 ans. Ok. Pendant les études, ça ? Pendant les études, Ok. donc on commençait bien à gagner notre vie. Et puis après les gens sont arrivés, ils commençaient à casser les prix sur les sites internet. Hmm. C'était pas forcément avantageux, donc on a dit on arrête. Ok. Et donc on s'est dit mais qu'est-ce qu'on fait On se fait virer de l'ISG Ah. parce qu'on était un peu foufou. Ouais. Et En là, quelle année ça ? Hein Quelle année ? Combienième année de l'ISG ? Au bout de 3 ans. 3 ans, ok, la troisième Ouais, année. ouais. Et du coup, on s'est retrouvés comme ça dans un café. On a pris un magazine, on a ouvert Forbes. On a vu les fortunes, c'était challenge. Et on a regardé, luxe, on peut rien faire. Alimentaire, on peut rien faire. Et puis après, on a vu beaucoup de mecs quand même de l'IMO. Ouais. Et puis on s'est dit, bon, bah, c'est là-dedans qu'il faut aller. Énorme. Voilà. Donc on s'est dit, on va se mettre, on va bosser ensemble dans l'immobilier. Donc lui, il a commencé dans le résidentiel. Ouais. Moi, j'ai commencé dans le commercial. On s'est dit, on fait ça 2 ans. C'était un choix de se dire chacun va voir les deux branches. Ouais, exactement. Ok. Et puis après, on voulait faire les deux au début. Au début, Ok. on s'est dit, ouais, toi, tu vas t'occuper de l'habitation, moi, je vais m'occuper du commercial. Et on se retrouve dans 2 ans. Et au bout de 2 ans, on s'est retrouvés et on s'est dit, si on veut être les pros dans quelque chose, il faut être vraiment spécialisé. Et donc, on a monté Point de Vente. Ok, ça a commencé Voilà, comme ça. Ça a commencé comme ça, décembre 2010. Donc, ça va faire 15 ans. 15 ans. Voilà. Génial. Ok. Superbe. Et c'était où, toi ? Tu as commencé à bosser où, du coup ? Moi, j'ai commencé à la Tour Imo avec David Jamy. Ouais. Superbe école, j'ai super bien appris.
Et mon associé a fait plein d'agences immobilières, d'habitation. Il a fait terrasse en vue, consultant, Breteuil, donc pour apprendre un petit peu les techniques partout. Ouais. Et au bout de 2 ans, voilà, le 10 décembre 2010, on a ouvert notre première agence immobilière. Et ça vous a plu direct, les deux, l'immobilier? Ouais. En fait, j'ai la chance d'avoir un associé qui me fait confiance à 100%. Ouais. Donc, quand il est venu me voir, il me dit t'es sûr, pas d'habitation? J'ai dit ouais, je le sens, on fait que du commercial. Ok. Et donc, du coup, tu l'as formé au commercial parce qu'il n'en avait pas fait. Exactement. Mais je l'ai formé en même temps qu'on était en train d'ouvrir. Ouais. Mais il apprend très très vite. Ouais. C'est une éponge. Ok. Et pourquoi point de vente? Pourquoi point de vente? Parce que ça parle tout de suite. Ouais. En fait, il nous fallait un nom tout de suite qui accroche. Donc, en fait, dans l'esprit des gens, c'était déjà quelque chose une marque qui était imposée, qui était présente et qui était forte. Et la couleur, tu l'avais déjà? Enfin, vous aviez déjà ce violet pétant? Non. C'était quoi là au début? Ah non, depuis le début, ça a été le violet. Depuis le début, ça a été le violet. Je voulais un truc qui n'était pas de l'IMO. En fait, je venais quand même de la tech. Ouais. Je voulais un truc jeune, tous ces trucs d'IMO, c'était du gris, c'était du rouge, c'était du jaune, c'était un peu poussiéreux. Et puis c'était à l'époque de Touche pas à mon poste, les premiers. Ah. Et le premier de Touche pas à mon poste, il y avait du violet dedans, j'aimais ça et j'ai dit vas-y. Ok, bah, c'est hyper voyant. Enfin, moi, à chaque fois que je passe devant vos panneaux, ils te sautent aux yeux. C'est le but. Ouais, bah oui, j'imagine, ouais. Donc on a commencé comme ça. Et puis voilà, cette marque, elle a tout de suite grandi et année après année, on a rajouté des nouvelles marques. On a immeuble.fr aussi, pareil. On commençait à rentrer des immeubles. Et avec la marque Point de Vente, c'était compliqué. Non, mais je vais pas te donner un mandat d'un immeuble. Tu t'appelles Point de Vente, tu fais que des immeubles. Tu as fait une sous-marque. Je vois tes panneaux partout. J'ai dit ok, hop, on a regardé, hop, on a acheté immeuble.fr. Ok, bon, ça, on va y revenir. Voilà. Et t'avais quel âge là, du coup, en 2010? 2010, j'avais 23 ans. Ah, donc très jeune. Ouais. Ok, donc vous avez beaucoup appris sur le tas, j'imagine aussi. Ouais. Comment ça a commencé? Raconte les débuts. Ça a commencé, c'est toi qui mets tes bureaux, c'est toi qui on a acheté les bureaux sur le Bon Coin, on avait 20 000 balles chacun. Ouais. On a dit vas-y, hop, et tu fais tout. Moi, t'as connu ça, hein, tu fais tout, de A à Z, de la prospection, de la comptabilité. Moi, je faisais des sites internet, donc on a fait très vite notre site internet. J'ai fait mon logo. Ouais. Voilà, on n'a rien délégué, on a tout fait de A à Z. Vous étiez 2 au début? 2 au début. Vous étiez répartis les tâches? Exactement. Ouais. Et puis, dès la première année, on est monté à 7 négociateurs. Après, on arrivait à convaincre. On s'est vendu du rêve. Voilà. Oh, c'est génial. Mais c'est bon, c'est ça l'esprit de start-up. De toute façon, quand tu fais ton pitch en start-up, tu dis je vais conquérir le monde et pour l'instant, t'as qu'un PowerPoint, quoi. Bien sûr. Vous aviez des bureaux au démarrage? Vous avez commencé un peu comme ça? Non, on a commencé tout de suite. On a pris une agence immobilière qui était rue Félix-Faure. Ouais, dans le 15e. Dans le 15e, une petite rue avec un petit loyer, une petite surface, etc. Voilà, le but, c'était tout de suite des petites charges. Ouais. Parce que c'est ça, quand tu démarres. Faut rentrer du cash. Et puis le cash, il est rentré vite. On a eu de la chance. Et après, on a déménagé. On a ouvert une deuxième agence dans le 11e. Ouais. Puis on s'est rendu compte que le modèle de plein de petites agences, ce qu'on a parlé tout à l'heure, ça marchait pas pour nous. Ça marchait pas parce qu'il fallait y aller, fallait voir les négociateurs, fallait un coup il y a une imprimante qui tombe en panne, tu te rends compte que 2 jours après parce que le négociateur sur place il t'en a pas parlé. Bon, après toute la gestion du quotidien, on s'est dit stop, on prend des grands bureaux, on met tout le monde. Et puis on n'a pas forcément besoin aujourd'hui d'être pignon sur rue comme toi. Hein. Bien sûr. Je trouve qu'aujourd'hui maintenant avec Internet, avec tout ça, la force elle est plus forcément dans la rue, quoi. Mais c'était précurseur. Parce que moi, je l'ai fait il y a 5 ans. Toi, il y a 10 ans. On l'a fait en 2013. Ouais. En 2013, c'est précurseur. Ouais. Ok. Mais c'est un risque. Mais tous ceux qui sont précurseurs, ils prennent des risques. Ouais. Ça nous a porté chance et on était les premiers à dématérialiser les bons de visite. Oui. C'est-à-dire que ça n'existait pas DocuSign, ça n'existait pas ça. Moi, je suis la paperasse, j'en fous partout. Je sais que mon bureau, il n'est jamais rangé. Et mon associé, c'est pareil. Donc, quand tu es bordélique, l'informatique, elle t'aide. Donc, on a tout dématérialisé. Il fallait pas qu'il y ait un papier. Et pareil pour les négociateurs. Donc, on a fait notre propre CRM. On est très data, donc on a fait notre propre outil. Signature sur l'iPad. À l'époque, ça valait pas grand-chose parce que c'était pas sécurisé, c'était pas tout ça. Mais bon, quand tu faisais signer sur l'iPad, les gens étaient rassurés. Bien sûr. Et puis, c'était innovant, quoi. Et au démarrage, donc du coup, petit bureau, rue Félix-Faure, avec David. Comment tu recrutes à ce moment-là? Parce que bon, je sais, c'est un peu compliqué. Tu vas recruter où? Bouche à oreille, des copains, Facebook à mort, des copains, des prospectus, mais ça va vite. Ouais. Ça va vite quand en face de toi, tu as un mec qui en veut et puis tu as l'impression qu'il va faire 10 millions de chiffre d'affaires dans les 10 ans qui arrivent. Ouais. Et bah, tu as envie de le rejoindre. Tu as encore des gens qui sont là depuis tout ce temps? Ah ouais. Ah ouais? On a, on doit avoir 7 ou 8 négociateurs qui sont là depuis le début. Voilà. Et comment vous répartissiez les tâches, du coup, en étant 2?
Il y en avait un qui était plus sur le commercial, l'autre sur le gars, ou non, chacun faisait un peu de tout. David et moi, on est un même visage, mais quand même avec deux entités, on est deux opposés. Ça veut dire qu'il n'y a pas une fois on est d'accord. Ouais. C'est pour ça que ça marche. Moi, je suis plutôt le savoir-faire, il est plutôt lui se faire savoir. Donc, savoir-faire tout seul, t'as beau être très très bon. Si tu communiques pas là-dessus et tu vendras rien. Et pareil, Et lui, le haut-parleur. Le haut-parleur, si derrière, après, la personne se rend compte que le produit, que ce que tu es en train de vendre, c'est pas bon non plus, ça marche pas. Ouais. Donc lui, il ramenait, toi, tu closais. Exactement. C'était la combinaison des deux. Il a un énorme réseau, il sait faire un zéro réseau. Tu lui dis non, il va rentrer par la fenêtre. Il peut être copain avec n'importe qui, tu lui mets n'importe quel défi. Ouais. Il me faut demain que je vois telle ou telle personne. Il y arrive, il sait faire. Ouais. Et la personne est contente d'être avec lui. Ouais. C'est pas donné à tout le monde. Ah ouais, je sais non, pas c'est le un faire. métier, ouais, bien sûr. Ah ouais. Moi, je suis content d'être avec toi, tu vois. Voilà. Donc, tu sais faire. Vous êtes combien aujourd'hui? Aujourd'hui, on est 80 dans les différents départements. Donc, point de vente, on a une transversalité de l'immobilier commercial. Donc, on fait tout ce qui est cession, location. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on aide les bailleurs et les locataires à trouver des repreneurs sur leur commerce. On a un département asset et property. Donc là, on fait de la gestion, comme tu fais sur de l'habitation, mais là, sur du commerce. Donc là, on va gérer pour le compte de tiers. On a un département liquidation judiciaire, donc tout ce qui est procédure collective. Ça, on va en reparler après, parce que c'est un truc qui est très bien, qu'on a monté en 2019. Où là, c'est pour les commerces en faillite. Donc là, on va s'occuper d'être le trait d'union entre le client et les mandataires. On a un département VFA. Donc là, on vend des pieds d'immeubles en état futur d'achèvement. Ça, on a monté ça en 2021. On a une personne qui est venue me voir, qui me dit moi, ce qui m'intéresse, c'est la VFA. Je viens de la VFA. J'ai jamais fait de commerce, mais je pense qu'il y a un truc à faire. Allez, viens. Et aujourd'hui, ça tourne bien chez nous. Maintenant, ils sont 3 là-dedans. Qu'est-ce qu'on fait d'autre? Une marque est dédiée qui est immeuble.fr, où là, on a 5 personnes qui s'en occupent. Et on fait du capital market. Donc là, de l'investissement, mur de boutique, commerce, immeuble et portefeuille de commerce. Ça, dans toute la France. Donc ça, on a 6 personnes qui sont dédiées là-dessus. Et le gros de votre chiffre, c'est quoi? C'est la vente et la location de murs de boutique? Le gros de notre chiffre aujourd'hui, c'est location, cession et vente de murs. Ok, génial. Très clair. Et donc, en étape, qu'est-ce que tu as monté au début? Donc, c'était location, cession. On s'occupait des cessions et des locations, donc les commerces que personne n'en voulait. C'était ça votre créneau? Bah ouais, c'était pas le numéro 1 sur les Champs-Élysées, de manière on n'allait pas aller voir les mandats. Mais c'était la petite boutique que personne voulait, qui était vide depuis 3 ans. Et voilà, nous, avec notre panache, notre force, on s'est dit, nous, on va vous la louer. Puis 1 fois, 2 fois, 3 fois, 10 fois, on a réussi à les louer. Parce que bon, t'as les Big Four, les CBRE, JL, tout ça, ça les intéresse pas. Panneaux, il y avait les panneaux? Panneaux obligatoires. Et puis Internet. Donc nous, on a tout de suite fait le pari d'être présent sur toutes les plateformes. Notre site était tout de suite très 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 bien fait. Bon, on est de ce milieu-là, donc on savait tout de suite que c'était une expérience client, qu'il fallait pas mettre 3 heures à chercher un bien, qu'il fallait mettre tout de suite des critères. Ça n'existait pas à l'époque de dire bon, moi, j'ouvre un restaurant, il me faut une extraction, donc il faut que je puisse cocher extraction. Donc on était les premiers à faire ça, et puis au fur et à mesure, on a fait ça. Et puis après, très data. Ça veut dire que on a tout de suite à l'époque pris de la data. Et puis envoyer des courriers à tous les bailleurs, etc. Donc on avait un gros budget là-dessus. On envoyait 30 000 courriers, je crois, par trimestre aux propriétaires de murs de boutique. Tu te rappelles de votre première transaction avec point de vente? Première transaction avec point de vente, je m'en souviens très bien. C'était avenue Félix-Faure et pas rue Félix-Faure. C'était un petit café. On s'était fait plier nos honoraires, mais comme pas possible. C'est une des plus belles transactions que j'ai faites. Ah ouais? Bah oui, parce que t'es contente et t'y arrives, et puis t'as quelqu'un qui te fait confiance alors que t'as même pas encore posé l'enseigne. Donc, c'était un gros truc? C'était un gros café? Non, c'était un petit truc. Je crois qu'on parle d'une commission de 8 000 euros. Mais bon, c'était la première. Mais 8 000 euros à l'époque, pour moi, c'était... énorme. Énorme. Tu t'es dit, putain, on a un boulevard devant nous. Exactement, et puis après, ça a été très très vite. En fait, on s'était fixé la première année de faire un chiffre d'affaires de 300 000 euros. On a fait, je crois, 850 000. Ah ouais, putain. Énorme. Donc après... vous deviez être comme des oufs. Comme des oufs. Et puis après, du coup, tu recrutes. Après, les gens, ils voient tes panneaux, ils te disent, c'est qui ces ovnis? Bon, après, on a bossé. Hein. Ouais, bien sûr. Nous, on avait une routine avec mon associé. Tous les matins, à 6h du matin, on se levait, on imprimait des courriers sous enveloppe et on mettait les courriers. Comme ça, on se faisait telle rue, telle rue, telle rue. Et comme ça, le commerçant, quand il ouvrait, il avait un petit courrier. Bonjour, on est intéressé par votre commerce, on a des clients.
On avait 0 client à l'époque. Mais bon, on a rentré des mandats comme ça et c'est comme ça qu'on s'est fait une base de mandats très très vite. Ouais. Bon, t'es obligé de mentir un peu au début. Moi, je disais qu'on était 15 dans les bureaux, on était 2. On ment pas, on transforme la vérité, on raconte notre futur. C'est ça, exactement. Ouais. On est visionnaire. On est visionnaire, donc c'est pas du mensonge, c'est se dire voilà, on est 15, on est 2, mais l'année d'après on sera 15. Et quand t'es 15, tu dis t'es 20, etc. Exactement. Mais il n'y a que comme ça, de toute façon, c'est que comme ça que ça peut marcher. Ouais. Sur les autres marques, qu'est-ce qui est venu directement après ? Après la location session, on a commencé à faire la vente de murs. Ok. Donc ça a commencé, on s'est dit, en fait, location session, tu prends des 25 000 euros d'honoraires maximum. Murs, dès que tu vends des murs à 1 million, tout de suite c'est 50 000. Tu peux expliquer déjà la différence entre un fonds de commerce, Bien sûr. En fait, alors, déjà location classique, tu as une location pure, tu as quelqu'un qui veut ouvrir un commerce, il y a un bailleur qui a récupéré les clés de sa boutique. Donc là, il va juste signer un bail, c'est comme dans l'habitation, il va signer un bail 369, mais il ne va pas racheter un fonds de commerce. Donc il va se mettre dedans, et voilà, il pourra revendre son fonds de commerce, parce que dès moments que tu es propriétaire d'un bail 369, tu as la propriété commerciale, tu n'as pas les murs, mais tu es en train de créer ton fonds, donc tu pourras le revendre. Bien sûr. Donc ça, c'est pour la partie location. Pour la partie cession de fonds de commerce, là, c'est le commerçant qui est dans ses lieux, qui a un bail commercial, qui a une activité, qui lui va vendre son fonds de commerce. Son fonds de commerce, c'est quoi ? Donc c'est son bail, c'est sa clientèle, c'est son stock, c'est sa marque, c'est tout ce qui va avec vraiment son activité. C'est un peu comme s'il vendait sa société, mais il vend vraiment donc son fonds de commerce. Il faut qu'on en parle ça, parce que c'est pas un truc qui est hyper connu, l'investissement en locaux commerciaux. Enfin, pour les pros de l'immobilier, oui. Celui qui va démarrer et se dire bon, j'ai un peu d'argent de côté, il faut que je mette de l'argent dans la pierre, il va pas penser mur de boutique. Ouais. Pourquoi ? Il va penser habitation. Parce que Parce que c'est des bons invests. Pour une raison simple, c'est que dans un immeuble, quand tu lèves la tête, il y a un commerce en bas ou deux commerces, et là-haut, il y a de l'habitation. Donc déjà, l'offre, elle est beaucoup plus grande. Mais après, il y a une vraie différence entre les murs de boutique et l'habitation. Ça va être surtout le reste. Les charges. Tu mets tout à ton locataire. Pour le mettre dehors dans l'habitation quand il ne te paye pas, tu sais les galères que c'est. Tu mets entre 1 an et demi et 2 ans, il y a la période hivernale, il y a tout ça. Donc là, c'est très compliqué. Là, il ne te paye pas. En 6 mois, 9 mois, c'est réglé. Les garanties que tu vas demander, habitation entre 1 et 3 mois, alors c'est ton métier, donc je crois que c'est à peu près ça. Dans le commercial, tu vas demander 6 mois de dépôt de garantie, tu peux demander une garantie bancaire d'1 an. GAPD, un truc. Ouais, c'est toi qui fais c'est toi qui tu demandes ce que tu veux, quoi. Mais il y a aussi une différence en termes de demande quand même sur certains. Enfin, tu me dis si je me trompe, mais sur le commercial, l'emplacement, il est ultra important. Alors qu'en habitation, enfin, tu peux avoir un petit truc à Porte de la Chapelle, il va se louer en 2 minutes. Il y a l'adage que tu dis, que l'emplacement. Ouais. Il était très 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 vrai il y a quelques années. Ouais. Aujourd'hui, il est un peu moins vrai parce que tu as quand même les réseaux sociaux, Insta, tout ça qui fait qu'aujourd'hui, moi j'ai des clients qui avant voulaient être absolument rue de Passy, etc. Maintenant ils me disent, moi je vais dans une rue qui n'est pas numéro 1, une rue un peu moindre, mais je vais envoyer la purée sur les réseaux. Et donc mon différentiel de loyer que j'aurais payé rue de Passy par rapport à la rue qui est juste à côté, je vais le mettre en visibilité. Community manager. Exactement. Ouais. Et on voit que ça marche quand même. Mais il faut qu'il le fasse. Enfin, ça dépend la clientèle qui est en recherche. On est bien d'accord. Mais tu vois, dans la restauration aujourd'hui, tu peux être n'importe où, quoi. En fait, si tu es bon et que tu communiques bien, tu n'es pas obligé d'être dans un emplacement numéro 1. Ouais, bien sûr. Et vous n'avez pas des galères des fois avec les copropriétés, les gens qui râlent quand c'est des restaurants, Alors, des bars? Là, c'est sur la partie asset, ou dans la gestion. Mais déjà, il y a un local sur 10 qui est équipé d'une extraction. Donc, l'extraction en mur de boutique, c'est le Graal. C'est ta vue Tour Eiffel dans l'habitation. Il y a différents types d'extraction aussi. Il y a différents types d'extraction. Donc, selon le diamètre, plus le diamètre va être gros, plus tu vas pour faire de la friture, etc., etc. Donc, ça fait qu'aujourd'hui, en investissement, quand tu vas avoir une affaire avec une extraction, c'est qui peut le plus, peut le moins. Ça veut dire que tu peux faire quasiment toute activité dans ce local. Donc, ça, c'est hyper important. Tu es en train de soulever aussi un truc qui est important, c'est que c'est pas donné à tout le monde d'acheter des murs de boutique parce qu'il faut être conseillé. Autant l'habitation, tu as un prix au mètre carré qui ne va pas forcément différer du petit quartier. Ouais. Ce qui va différer, c'est selon l'étage et la vue. Mais dans le commercial, le trottoir d'en face, il peut être le double en valeur. Donc, en fonction de l'exposition. La rue derrière, elle peut être 10 fois moins chère. C'est quoi une rentabilité moyenne ? Parlons moyen, parce qu'en habitation, tu peux trouver du 8-9% aussi. Mais... Je vais te dire, aujourd'hui, il y a eu la remontée des taux, là il y a la baisse des taux, donc tout ça, ça a joué sur les rentabilités. Aujourd'hui, une rentabilité moyenne, elle va être, sur Paris, tu vas être à peu près, on va parler brut ou acte en main ? Brut. Tu as payé tes frais de notaire et tes frais d'agence. Enfin, on peut pas les deux. Parlons les deux. Allez, brut, on va être sur Paris entre 5 et 7. Ouais.
Et plus tu vas sortir de Paris, plus tu vas aller en banlieue avec des banlieues qui marchent très 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 bien, tu vas être entre 7,5 et 9. Ok. Voilà. Ok. Mais 9 où tu as 0 frais derrière. Ouais. Sauf si tu as des impayés, bien sûr. Mais même des impayés, si tu veux, on en parle un petit peu sur les impayés des commerces. Bon, on va y venir parce qu'on va parler de la période Covid aussi. Ça a dû être une période. Mais pour la différence entre le brut et le net, pour ceux qui ne s'y connaissent pas non plus. Alors la différence, elle est simple, mais elle est pareille que dans l'habitation. Ouais. C'est, déjà, pour calculer une rentabilité, c'est facile. Tu prends ton loyer, tu le divises par ton prix d'acquisition. Et donc là, ton loyer annuel, ton loyer annuel. Donc là, tu vas avoir une rentabilité qui est brute. Et puis si ton prix d'acquisition, tu as rajouté tes frais de notaire et tes frais d'agence, là, tu vas avoir une rentabilité nette. Ouais. Voilà, net, ça veut dire on déduit toutes les taxes. Tu as déduit tout ce que tu as payé, donc tes frais d'agence, tu as déduit tes frais de notaire, tu as déduit tout ça. Ok. Super, non, parce que c'est intéressant, parce que comme je te dis, il n'y en a pas beaucoup qui sont hyper au clair avec l'investissement en locaux commerciaux, en murs de boutique. Pour revenir donc sur Point de Vente, sur l'évolution, c'est quand du coup les autres marques Immeuble.fr, c'est récent ça? Immeuble.fr, on a monté ça en 2021, ouais. Juste après Covid. Ok. En fait, on commençait à faire l'immeuble. On en a fait à partir de 2017, on en a vendu pas mal. Mais on avait quand même, déjà pour communiquer, quand tu dis Point de Vente a vendu un immeuble, c'était pas extraordinaire. Et pour rentrer du mandat, chaque fois que j'appelais, j'en avais 1 sur 10 qui était d'accord, et les 9 sur 10 me disaient, attends, tu mets des affiches sur des commerces, tu t'appelles Point de Vente. Ouais. Bon, il y en a qui font ça. Donc j'ai dit stop, j'ai dit ok, il me faut une marque aussi forte que Point de Vente pour rentrer de l'immeuble. Après j'ai dit immeuble.fr. Ouais. Et vous avez recruté quelqu'un spécialisé en immeuble? On a recruté 3 personnes spécialisées qui font que ça. Et puis après il y a des synergies dans le groupe parce que on rentre des immeubles aussi par la porte du commerce. Ouais, bien sûr, c'est ça. Quand tu vas rentrer une session, tu vas voir que finalement le propriétaire, il n'est pas propriétaire que du commerce, il est propriétaire de tout l'immeuble. Ouais. Bon, en fait, toutes nos marques et tous nos départements font qu'il y a une vraie synergie. Pareil sur la gestion, pareil sur la VFA et sur les liquidations judiciaires, on va en parler après. Ça nous permet vraiment d'avoir une vraie vision à 180 degrés de l'immobilier commercial. Et puis chaque négociateur, même s'il ne fait pas un immeuble, il va aller voir celui qui fait de l'immeuble. Celui qui fait de l'immeuble, une fois qu'il va le vendre à quelqu'un, il va falloir quand même, soit c'est un marchand, donc découper, donc les murs des boutiques, on les récupère et on les revend derrière. Donc la magie du groupe, c'est que vraiment chacun trouve sa place et que peu importe le département, ça tourne. Ouais. Et comment tes équipes, elles trouvent les immeubles? C'est du coup par de la prospection, par du mur de boutique, par les... Data énorme. Ouais. On fait de la prospection toute la journée. Et aussi sur le terrain. Ouais. Sur le terrain, nous, on rentre à peu près 150 mandats par semaine de commerce. Donc là-dessus, sur les 150, tu as peut-être 10% où c'est de la monopropriété. Ouais. Donc là-dessus, une fois que tu as ton bail, tu as le nom du propriétaire. Ce qui est bien en général, c'est quand c'est du privé, en nom propre. Parce qu'aujourd'hui, maintenant, avec Papers Immobilier, Explore, la place de Limo, on a eu des outils que tu utilises, tu as toutes les SCI. Mais le Graal, c'est le monsieur et madame Tartampion qui roulent indivision Intel, où là, ils ne sont pas démarchés, ces gens-là. Donc, le seul moyen de les avoir aujourd'hui, soit t'es copain avec un notaire, donc t'es copain avec un notaire, vu le petit sourire. Soit t'es copain avec un notaire, soit tu fais de la prospection. Et la prospection, ça vient par le commerce, ou même toi, sur de l'habitation. Nous, ça nous est déjà arrivé aussi. Voilà, le mec, il te donne un appart à louer, et puis après, il te dit, non, mais j'ai tout l'immeuble. Et en évolution de point de vente, mis à part du coup les différents pôles, ça a été quoi les défis? Parce que là, on parle de 15 ans, le résultat, il est splendide. Le défi, c'est les recrutements, déjà. Il faut toujours recruter. Le défi, c'est toujours être copié et pas copié. Donc ça, c'est dur avec le temps. Donc à chaque fois, avoir des nouvelles idées, ça va se remettre en question, de se dire avec mon associé, tous les matins, on n'est pas content. Rajouter des briques pour qu'à la fin, tu as un truc. Alors le but, c'est pas d'avoir le château le plus haut, mais le plus solide. Parce que si tu montes très vite, etc., moins coup de vent, tout s'écroule. Nous, le but, c'est vraiment de... brique par brique, step by step. Monter le truc et puis à chaque fois avoir des trucs assez intelligents, de se dire voilà. Donc recrutement pour toi, ça a été le plus gros. De toute façon, dans l'habitation, dans le commercial, le métier de l'immobilier, soit tu prends des salariés, mais t'es pas rentable ou peu rentable. Et même eux, pour les gros performeurs, ils gagnent pas assez leur vie. Donc c'est déjà les animer, de se dire parce qu'un agent co, tu sais ce que c'est. Bien sûr.
C'est des hauts, des bas, il y a beaucoup de psychologie. C'est que de la psychologie, on est des médecins nous. Hein. Ah ouais, c'est ça. C'est que, même avec les clients, moi je dis on doit être schizophrène. Ouais. C'est-à-dire que celui qui vend, on doit le soigner, mais avec un autre discours, que celui qui achète, on doit lui donner encore un discours, donc on est toujours toute la journée dans des discours qui sont les opposés. Celui qui vend dans le marché, il va mal. C'est vrai, c'est que des galères tout le temps. Voilà. Donc faut toute la journée essayer de soigner, de comprendre pourquoi aujourd'hui un mec qui a une petite boutique, il en veut 500 000 de fonds de commerce alors que celui d'à côté, je viens de le vendre 150 000. Ouais. Donc faut le soigner celui-là, mais celui-là il comprend pas parce que ça fait 15 ans qu'il est dans sa boutique, il a payé les écoles de ses enfants, il a payé sa maison de campagne, et il comprend pas qu'aujourd'hui son bébé il vaut pas forcément 500 000, que le marché il a changé et qu'il vaut 150 000. Ouais. Comment vous gérez la formation au quotidien parce que vous êtes 80, c'est énorme. Nous systématiquement, il y a quelqu'un qui rentre chez nous, donc on a un vrai book de formation qu'on a fait avec mon assoce. Il est pris en charge par Jenna chez nous, qui est un peu le couteau suisse, qui est le bras droit du groupe, qui est tout, même les bras, les jambes, elle fait tout. Ouais. Et elle le prend, elle va faire le onboarding, tout ce qui est onboarding, donc création d'emails, etc. Et puis après, on a de la formation continue. Donc chaque personne, il a un N+1 qui va le former pendant toute la durée qu'il est chez nous, jusqu'à temps qu'il atteigne un certain chiffre d'affaires. Et là, il va pouvoir passer senior chez nous et voler ses propres ailes. C'est quoi l'objectif de chiffre d'affaires pour passer senior ? À partir de 150 000 euros de chiffre d'affaires, il passe senior. Le N+1 continue de toucher sur lui pendant toute la durée, parce que sinon il te dit merde, je me suis tapé pour monter quelqu'un. Bien sûr. Et voilà, et puis ça nous permet aussi de garder nos talents. Quoi. Ouais, un petit système pyramidal qu'on a mis en place ici aussi. Ouais. Ça marche bien ça. Ça marche bien, ça permet de garder les gens, et puis après, une fois que le mec il a 4, 5, 10 personnes sur lui, ça lui fait quand même bien sûr, un peu d'argent à côté, et puis il réfléchit à 2 fois avant de se mettre à son compte, parce que le but c'est quand même de les garder. Bien sûr. Et on est dans un métier où c'est très facile de se mettre à son compte. Hein. On n'a pas de stock, on n'a rien, tu prends ton téléphone portable, tu te mets en face, c'est pas... Voilà. Donc pour garder les talents, déjà il faut bien les rémunérer. Ouais. Et puis après, il faut les animer, il faut faire, on parlait des séminaires, tout ça, c'est quelque chose qui est essentiel. Et puis une ambiance, nous on a la start-up comme toi ici, donc il n'y a que ça aujourd'hui qui peut marcher. Vous êtes encore au quotidien, donc avec tout le monde, copains. Ah oui, mon bureau il est ouvert, toute la journée ça va, ça rentre. Mais en fait, il n'y a que comme ça que ça marche. À un moment, moi j'ai eu une petite période où je me suis un peu isolé, fermé mon bureau, etc. Mais tu te déconnectes de la réalité. Et tu n'es plus accroché au truc, tu vois plus rien. Donc, et dès le démarrage, c'était comme ça. Enfin, vous étiez proche de vos équipes et tout. Oui. Parce que moi, j'avais un peu ce truc au tout début, beaucoup moins aujourd'hui. Mais vu que je suis jeune, d'essayer de maintenir une petite distance aussi pour pas qu'il y ait trop de. Alors moi, la distance, je l'ai mis sur le vouvoiement. Ok. Toi, il te vouvoie. Maintenant, ceux qui sont depuis très longtemps, non. Parce que c'est devenu plus que. C'est la famille, donc là-dessus. Mais sinon, on est sur le vouvoiement. Surtout, moi, j'ai démarré à ton âge. Donc, quand tu es jeune et que tu recrutes même des gens plus âgés, tu es dans un truc où faut imposer ton respect. Bien sûr. Donc, le respect, tu peux être très sympathique, mais le vouvoiement, tout de suite, ça met une petite barrière des deux côtés et ça évite les débordements. Petite anecdote, quand on a démarré, on a recruté quelqu'un qui avait 60 ans, qui nous a rejoint, un mec extra, Jean-Pierre. Petite dédicace. Nous, on était tout jeunes avec mon associé. Et dès qu'il y a un mec qui commençait à venir pour nous négocier nos honoraires, on disait pas qu'on était patron, on disait non. Mais j'allais voir Jean-Pierre, j'allais voir dans son oreille, je lui disais dis non. Il disait non. Hop, je retournais voir, je fais bon, il veut pas. C'était lui qui vous gérait. Bah oui, mais c'est pas pareil quand tu démarres, etc. Donc il imposait tout de suite l'autorité par rapport à son âge, par rapport à ses cheveux gris, que tu peux pas avoir quand tu démarres. Et Jean-Pierre, il est encore là aujourd'hui. Et Jean-Pierre, il est encore là. Enfin, c'est beau. Marathonien, c'est pour ça qu'il est encore là. Ah ouais. C'est beau. La pire anecdote que tu as sur une vente de mur, une session, t'en as une en tête ou pas ? Un truc qui... Ouais, un truc mauvais. Ouais, une galère, un truc mauvais. Une galère, je vends des murs des boutiques rue d'Alésia, petite boutique, 25 mètres carrés. Mon client, je pense, je lui ai fait faire plein d'affaires, je pense que c'est un coup de fusil. Je lui dis, tu viens tout de suite, tu as un tac, on négocie, on signe, hop, on contre-signe tout de suite. Sauf qu'on a été trop vite. Et là, j'ai pas fait mon travail d'agent immobilier, de bien garder l'actif. Il n'y a pas de point d'eau. Et dans le commercial, un commerce sans point d'eau, c'est un loin. On n'avait que des candidatures, onglerie, fleuriste, coiffeur, barbeur, même une agence immobilière. Il a envie quand même de chiottes, de trucs. Cuisine. De la petite cuisine, ce truc. Donc on s'est retrouvé sur un truc avec un local vide pendant 2 ans. Une procédure avec la copro parce que tu peux l'avoir ton point d'eau, mais il faut aller le chercher. Et donc voilà, donc là, c'était compliqué de dire à son propriétaire, j'ai pas de locataire, j'arrive pas. Pendant 2 ans, ça ? Ouais, ça a duré 2 ans vide la boutique. Et ça t'est arrivé d'avoir des boutiques qui restent plus de 2 ans vacantes comme ça jamais, ou non ? Jamais. Le délai de relocation en moyenne sur Paris,
il est entre 2 et 6 mois, selon l'actif. Ok. Donc c'est pas ta sachant que, en général, quand tu récupères ta boutique, si tu as bien acheté, c'est qu'une embellie. Ça veut dire que tu vas augmenter ton loyer. Tu avais peut-être un appartement, tu avais une boucherie avec un appart. Je donne un exemple d'un truc qu'on vient de vendre là. On est rue de Douai, mur de boutique, on les a vendus rentabilité de merde. On les a vendus à 4,5%. Ok. Qui achète ça par exemple? Quel est le client lambda? Des vrais pros. Ok. Qui achète ça, c'est quelqu'un qui... l'immobilier, c'est du long terme. Donc quand tu achètes un foncier dans Paris à 3 500 € du mètre, même si tu as une petite rentabilité parce que le loyer était très très faible, le mec, je crois qu'il avait 1 200 € par mois pour une boutique de 50 mètres carrés, un appartement de 40 mètres carrés. Ouais. Il achète, on va négocier, nous on s'occupe de tout ça. On va négocier avec le commerçant, on lui dit ok, combien tu veux pour partir? On lui donne 150 000 balles, il part, il vend l'appart plus cher que le prix des murs qu'il a acheté. Voilà. Donc sur le papier, tu achètes une rentabilité de merde, c'est-à-dire que quand il est au restaurant avec ses copains, tiens, un point de vente, il t'a vendu de la merde, 4%, ils vendent que du 7, 8%, etc. Sauf qu'on vend de l'immobilier, on ne vend pas une rentabilité. Une rentabilité, ça veut rien dire. Parce que du 8% sur un loyer qui est sous-loué, demain tu récupères les clés, surloué, demain tu récupères les clés et tu loues 2 fois moins cher, tu passes de 8 à 4. Donc je ne sais pas comment ça se passe pour toi quand tu as des investisseurs, mais moi j'ai des appels. Celui qui me parle que de rentabilité, pour moi, c'est pas un pro. Non, donc il faut que je lui explique, me dire ça veut rien dire une rentabilité. Ouais. C'est-à-dire tu peux, nous on achète aussi un petit peu avec mon assos, ça m'est déjà arrivé d'acheter du 2%. Ouais. Mais parce que derrière tu as un potentiel. Ouais, ou que tu as acheté le foncier vraiment pas cher. Ah oui, parce qu'en fait la règle, on fait quand même de l'immobilier, donc le foncier c'est vraiment la métrique la plus importante à regarder. Ouais. Si tu as un problème de foncier dans les murs de boutique, si la rue, autre emplacement numéro 1, rue des Rosiers, tu peux acheter du 100 000 € du mètre, tu bégayes pas. Tu sais que ça sera toujours loué. Avenue Montaigne, tu bégayes pas quand tu achètes des prix des fonciers, même si au-dessus ça vaut 15 000 € du mètre, t'es pas là-dedans. Mais sur tout le reste, si dans la rue ça vaut 10 000 € du mètre et tu achètes 16 000 € du mètre, même si je te vends du 8%, c'est qu'il y a une merde, c'est que c'est surloué. Ouais. Donc ça c'est vraiment le... Et le problème c'est qu'il y a beaucoup d'erreurs de gens qui te disent moi j'ai acheté ça, mais en fait à la fin il y aura des problèmes. Ouais, donc faut bien être conseillé, quoi. Toujours la même chose. Il faut bien être conseillé, et puis il faut regarder, on achète de l'immobilier, quoi. Ouais. Donc on n'achète pas un locataire, par exemple. J'ai récupéré un commerce il n'y a pas longtemps, le mec était trop content, il avait acheté une belle enseigne de prêt-à-porter internationale, sauf qu'il l'a acheté que parce que c'était cette enseigne. Ouais. Mais demain tu récupères les clés, c'était surloué, je ne remettrai jamais une enseigne internationale là-bas, donc il se retrouve avec plus du tout le même actif. Ouais. Voilà. Et tu parlais du coup toi de tes investissements aussi personnels, parce que ce qu'on se dit, mais quand on est du métier, forcément on a accès à des opportunités. Vous avez acheté depuis le début. Je vois ton petit sourire. Non mais on fait aussi ce métier pour ça. Ouais, bah oui. Et puis quelquefois tu as des diamants qui brillent tellement, même s'il est brut, tu te dis bon, entre une commission et l'acheter, voilà. Après de toute façon on n'a pas un portefeuille non plus illimité, donc je t'ai dit on vend à peu près 200 murs de boutique par an, si on en achète 10, 10-15 c'est le bout du bout, donc il reste quand même beaucoup. Et tu achètes tout avec ton associé? Depuis le début on a toujours tout acheté à 50-50. Génial. Voilà. Des fois avec des invests, j'imagine, peut-être? Non, on a Non. quelques fois. Ouais, ça arrive, Ouais, ça arrivait. On a 2 petites foncières avec 2 copains. Mais en général, on fait tout. Quoi qu'il arrive, tout à 50%. Si on a un des deux qui veut pas, on fait pas. Parce que nous, on a des clients, des fois, enfin des foncières principalement, qui nous disent plutôt que de te payer les commissions, les zonos, je te mets associé avec moi dans. Nous, dans c'est ce qui est arrivé avec un client. Puis on commence à lui vendre des murs. Et puis après, il me dit, mais en fait, je veux le Graal. Ouais. Et le seul moyen d'avoir le Graal, c'est de m'associer avec vous. Bah oui, bien sûr. Et on était associé avec personne. Et puis, il y a plein de gens qui voulaient qu'on s'associe avec eux, etc. Parce qu'on avait quand même du flux, on voyait quand même des belles choses. Et lui, il nous a hypnotisé, on a très sympathisé. Et maintenant, ça fait 15 ans qu'on est... peut-être pas 15 ans, ça fait... première acquisition en 2014. Ouais, ça fait 12 ans. Parce que ça peut être une crainte, ça, pour les gens aussi, de se dire je vais voir un patron d'agence immobilière, mais bon, il va jamais me proposer les bonnes opportunités parce qu'il les achète lui. De toute façon, tout le monde le dit. Ouais. Je pense pareil pour toi. Ouais, je l'entends toujours. Tout le temps, on te dit non, mais de toute façon, si tu m'appelles, c'est que c'est pas le produit le plus intéressant. Mais encore une fois, on vend 200 murs de boutique. Bien sûr. Donc, si on achète 5%, c'est déjà énorme. Et c'est pas les mêmes objectifs aussi, la personne. Bravo, c'est pas les mêmes objectifs. Et puis, moi, j'adore la restauration. Ouais. Moi, je crois 80% de ma foncière, c'est que des restaurants.
parce que pour moi, c'est le Graal. Ouais. C'est 30% de valeur locative en plus. Ça veut dire que si demain la boutique elle est vide, par rapport à la boutique d'à côté qui n'a pas de conduit, je loue 30% plus cher. Donc la valeur de mes murs vaut mathématiquement 30% plus cher. T'as une bonne anecdote sur un achat ou un invest ou un bon truc que t'as eu? Ouais, j'ai une anecdote sur. Je vends une affaire. Là, tu vois, je vends une affaire à quelqu'un. Ouais. Une salle de sport à Saint-Denis. Ok. Entre la promesse et l'acte, la salle de sport elle tombe en liquidation. C'était un truc qui est sous-loué. Mon client il me dit j'ai peur. Saint-Denis, j'ai peur. J'avais acheté un locataire, il tombe en liquidation. Bon, entre la mariée que tu me proposes, quand tu me la proposes et maintenant, c'est plus la grande blonde mignonne. Là, il me manque une dent, etc. Mais moi, je voyais encore l'actif, encore grande blonde, mignonne et même encore plus belle que la promesse. Ouais. Donc je lui dis, écoute, ça te dérange pas? Je l'achète avec mon assos. On se substitue, je vais voir le vendeur quand même, je lui dis, bon, il ne veut plus acheter, ça vous dérange pas si on achète nous? On l'achète. C'était un ticket à 1,2 million, je crois, 1,3 million. Au bout de 2 mois, on met une nouvelle salle de sport, Basic Fit, Ok. et on la revend. On faisait Avec un loyer du coup bien au-dessus. rien à voir. Ouais. On a doublé le loyer. Ouais. Et on l'a revendu 2 ans après. Ça a été notre game changer pour nous parce que ça nous a permis d'avoir des liquidités tout de suite. Bien sûr. Là, ça a été un truc sur un truc où mon client, je voulais pas l'acheter. Ouais. Parce que bon, on n'était pas là-dedans. Mais moi, après, quand j'ai vu que c'était vide, t'avais 1300 mètres carrés, t'achetais 1000 euros du mètre en plein cœur de Saint-Denis, le truc, tu dis, tu peux pas laisser ça. Ah ouais, bien sûr. Et lui, il a voulu le laisser. Il a dit non, mais moi, j'achète pas du tout. Parce que c'est un métier, ça aussi, les gens ne vide. savent pas, mais le marchand aussi en le coco. Donc, tu peux expliquer pour ceux qui ne le savent pas, le métier de marchand, parce qu'on connaît l'investissement patrimonial, t'achètes, tu loues, t'attends, voilà. Le métier de marchand, c'est d'abord identifier des opportunités, parce que pour bien vendre, il faut bien acheter. Donc c'est reprendre un bien, en général vide, parce qu'entre des murs occupés vides et des murs occupés, tu as à peu près 1,5 point de rentabilité supérieure. Ok. Parce que tu prends un risque. Donc tout ce que tu vas prendre comme risque, ta rentabilité elle va être plus grande. Donc le marchand, qu'est-ce qu'il va faire? Il va identifier une affaire de mur. Il va soit lui mettre son conduit de cheminée en AG, tu vois, de dire, bon, il n'y a pas de restauration, demain je vais essayer de l'avoir, soit découper, faire un Airbnb derrière, faire ce genre de choses pour trouver un bon locataire avec de bonnes garanties et après revendre, occuper l'actif. Avec une bonne rentabilité du coup. Une bonne rentabilité. Tu revends Donc à combien généralement? Lui, il va essayer de faire du 10%, il va revendre à 7%. Ouais, c'est ça. Donc il prend les 3% de marge dans la poche. C'est à peu près ça. Ok, super. Sur les autres, donc du coup, on revient un peu sur la croissance de points de vente. Donc on a parlé d'immeuble.fr, ta seconde marque. Ouais. Liquidation judiciaire. Là, on fait des liquidations judiciaires depuis 2019. Ouais. Alors ça a été très compliqué parce que j'ai rencontré un mec extraordinaire qui s'appelle Ali Tala, qui est le Mbappé. Alors Mbappé maintenant ça ne veut plus rien dire. Ouais. Mais en tout cas qui est le Pelé de la liquidation judiciaire. Il Ouais. fait ça depuis 20 ans. C'est une vraie star. Donc qu'est-ce qu'une liquidation judiciaire? Une liquidation judiciaire, c'est un local qui est tombé en faillite. Le rideau il est baissé, contrairement au redressement judiciaire. Parce que tu as le redressement du judiciaire où là c'est une société qui est en difficulté que tu vas essayer de vendre. Mais là tu as encore le personnel, tu as encore on lui laisse sa chance. Ouais. On lui laisse sa chance et puis tu as encore une activité qui est en place. Donc le mandataire aujourd'hui sur le redressement judiciaire, son but c'est de sauver les emplois. Sur les liquidations judiciaires, c'est rideau, le commerce il est fermé, c'est tombé en liquidation. Donc là il faut retrouver un repreneur. Et le mandataire, son but, lui, il a des créances et c'est d'éponger ses créances. Donc on commence en 2019, le Covid arrive, on fait 0 € de chiffre d'affaires. Ah ouais, avec des frais en face. Parce que tu as les PGE, ils ont bloqué l'URSSAF, et donc jusqu'à 2021, fin 2021, tu n'as pas une société qui tombe en liquidation judiciaire. C'est-à-dire que tu en as très très peu, et tu avais un marché, je crois, sur Paris de... Je vais pas te dire, je te donne pas les chiffres, j'ai peur de dire des conneries, après qu'on dise t'as dit des conneries. Mais bon, tu avais un marché qui était énorme, qui est passé divisé par 10. Okay. Donc nous, on a une équipe qu'on a recrutée, on a des objectifs à faire, et puis ça démarre pas. Fin 2021, ça commence, ça y est, il faut payer les PGE, il faut payer tout ça. Et là, ça commence à arriver. On récupère une marque qui s'appelle Un Jour Ailleurs, qui était une marque de prêt-à-porter très connue, qui était dans toute la France. Ali prend le truc. Et je crois qu'il y avait 26 emplacements, on en vend 15. Donc là, d'un coup, clac. Putain, c'est ouf. Vous avez vu, ouais. On fait tout de suite un bon chiffre d'affaires. Après, il y avait Gap, Gosport, toutes les marques que tu entends toute la journée qui tombent. Camailleux, on s'est éclaté. Ouais. Donc là, on s'est dit, ça y est, on est sur un vrai truc. Et on fait, je crois que
fin 2023, juste la liquidation judiciaire, c'est 2,5 millions de chiffre d'affaires. Ah ouais. Et comment tu as accès à ce sourcing de... C'est les mandataires. Ouais. Donc, en fait, c'est un truc qui est public. Ouais. C'est-à-dire, n'importe qui peut aujourd'hui, sans passer par point de vente, déposer son offre, sauf que c'est le conseil et le savoir-faire. C'est-à-dire que moi, Ali, chez moi, il sait à peu près exactement à combien ça va partir. Il sait exactement les failles juridiques du bail, etc. Donc, c'est pas parce que tu as la meilleure offre que tu vas forcément gagner. Si elle est mal faite, mal présentée, t'as pas bien ton chef de banque, t'as pas ces choses-là, c'est très, 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 très technique. Donc, n'importe qui peut aller directement déposer son offre, sauf qu'il va se casser les dents. Donc, c'est vraiment une niche d'une niche. C'est un truc où, point de vue juridique, il n'y a pas plus compliqué. Ouais. Et ça, donc lui, il le gère d'une main de... Lui, c'est son métier. Et donc, du coup, toutes mes équipes, les autres négociateurs, ont commencé à s'intéresser là-dedans. Donc, des clients qu'on avait qui n'achetaient jamais des liquidations judiciaires, on leur dit, bah, tiens, on te propose aussi ça. Donc, on se retrouve tout le temps avec... sur Paris, tu dois avoir en moyenne 100 liquidations judiciaires qui tournent en Ile-de-France. Donc, sans mandat en plus, parce que tu n'es pas vraiment mandaté, mais sans affaires en plus, sans opportunité que tu peux aussi proposer à tes clients. Ouais. Donc ça a tout de suite permis aussi dans le groupe de faire connaître la liquidation judiciaire, etc. Et là, on arrive à un constat, on a dit, ok, mais je sais pas, j'interroge des gens, qui connaissent point de vente, est-ce que vous savez qu'on fait des liquidations judiciaires? Bon, t'en as 2 sur 10 qui te disent, ouais, je sais. Donc pareil, même constat qu'on a eu sur immeuble, même constat qu'on a eu au début sur point de vente qu'il fallait une marque fort, et ben là, on lance liquidationsjudiciaire.com. Ah, vous l'avez... C'est pas encore lancé? On a acheté le nom de domaine, on est sur le site, on est en train de tout faire. Ok. Et voilà, donc là, le prochain bébé qui va début septembre, moi j'espère un petit peu avant, c'est liquidationsjudiciaire.com. Il n'était pas pris le nom? Liquidation judiciaire? Mais dites-vous que c'est pas parce que c'est pris qu'on ne va pas l'acheter. Ouais. Et je vais pas te dire combien je l'ai acheté, je te le dirai en off, mais c'est dérisoire. Ah, ok. Donc c'est comme immeuble.fr, il était pris point de vente. Enfin, immeuble.fr, quand je vais l'acheter, il y avait déjà un site qui était en ligne. Moi j'ai écrit au mec, je lui ai dit, vous voulez pas vendre votre nom de domaine? Il me dit oui, 5 000 €. Ouais. Bon, pour avoir une marque forte comme immeuble.fr, ça vaut tout. Ouais, bien sûr. Tu réfléchis pas une seconde. Ouais, bien sûr. Non, parce que des fois, t'en as qui demandent des 100 000, des 150 000. Mais ils peuvent demander ce qu'ils veulent. Hein. Oui, bien sûr. Ils ont Après, personne. tu fais une offre. En fait, il faut savoir les noms de domaine. Les gens les mettent en parking. Ouais. Donc, tu as un site, je le dis, il s'appelle cedo.fr. Tu vas, tu marques les mots-clés qui te plaisent. Tu vois, tu peux appartement.fr. Et bien, il va te dire, bah, tiens, appartement avec un S.fr, il vaut peut-être 100 000. Sans S, il vaut 30 000. Et puis après, tu as appartement.com, il vaut 500 balles. Bon, parce que les mecs, ils les ont achetés, mais ils en font rien. Ah ouais, bien sûr. Donc après, c'est pas parce que tu as acheté un nom de domaine, tu as une Ferrari dans les mains, mais si tu sais pas la conduire, Ah oui, bien sûr, et c'est tu rien n'as pas derrière. d'essence, Ouais. bon bah voilà, donc tous ces C'est trucs-là, c'est pour ça qu'on appelle ça en parking. Ça veut dire qu'ils sont garés, mais ça avance nulle part. Et donc, T'en as pour qui c'est le job? c'est leur job. Alors leur métier, c'est t'achètes un nom de domaine, ça coûte 7 € par mois. Hein. Ah ouais. Donc voilà, t'as des... je crois que c'était Disney.fr, le mec il l'avait acheté quand c'était pas à l'époque, et je crois qu'il a vendu 6,5 millions. Putain, énorme. Et vous arrivez à faire le lien, enfin quelqu'un qui vient chez liquidationsjudiciaire.com va savoir qu'il y a point de vente derrière. C'est toujours pareil, point de vente en... Pareil dans les bureaux, quand tu rentres aujourd'hui, tu as marqué en énorme point de vente, tu as marqué en énorme immeuble.fr. Ouais, tu as toutes les marques. Tu vois, c'est comme là, je suis rentré, j'ai vu à l'entrée, ça y est, tu as marqué brique par brique. Ouais, bien sûr. Parce que c'est important quand les gens ils arrivent qu'ils aient une image globale du truc, de se dire, ah mais ils font aussi ça. Parce que moi, nous, on reçoit à peu près, on doit avoir entre 20 et 30 clients qui arrivent par jour pour faire des sélections de produits, pour signer un bail, etc. Comment vous l'avez fait connaître ça, cette marque point de vente? Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, point de vente, ça résonne chez tout le monde. Par les panneaux, déjà. Ouais. C'est vrai que nous, il y a des panneaux partout. On a mis Violet, des panneaux, fuchsia. On a mis des panneaux partout. On a pannoté. Et puis après, après c'est avec le travail. Hein. De toute façon, quand tu fais 1, 10, 20, 200 transactions, tu te fais connaître. Et puis quand tu es bon, tu te fais connaître. Vous cherchez à vous franchiser là? On ne cherche pas à se franchiser. On a ouvert Lyon là. Ok. On a ouvert Lyon en janvier. J'aimerais bien qu'on ouvre Lille, Marseille et Strasbourg dans les 2 prochaines années. Mais en propre ou en franchise? Moi, je veux maîtriser ma marque. Ok. Ouais. Ok, génial. Et quoi, tu as des gens de ton équipe ici qui vont là-bas ou non, tu recrutes là-bas? Parce que ça, c'est dur, ça. Enfin, tu vois, je trouve c'est génial ce que tu as fait d'ouvrir des pôles, etc. Mais les gens ne se rendent pas compte à quel point faut mettre les bons pilotes, quoi. C'est que ça. C'est que de toute façon, on a beau dire la tech, on a beau dire l'IA, on a beau dire tout. C'est que l'humain. Ouais. Donc aujourd'hui, on fait un métier d'humain et faut trouver les bonnes personnes. Et puis après, tu as tout. Hein. Tu as des mecs qui viennent me voir, ouais, je veux ouvrir là-bas. Mais il y en a, c'est des rêveurs, quoi. Donc la différence entre un rêve et un projet, c'est une date. Ok. Tu rêves de faire ça? Ok. Quand? Ouais. Donc là, mais pas tout de suite. Nanana. Bon, lui, next. Et celui qui te dit, moi, il y a quelqu'un qui est venu qui me dit, je veux ouvrir Lyon.
Quand tu veux. Ouais. Je suis prêt. Voilà. Lui, c'est ton gars. Lui, c'est ton gars sûr qui va commencer un peu l'aventure avec toi, etc. Et lui, c'était un externe, c'était pas un mec qui était chez vous? Non, c'est un mec qui Ah, était c'est chez un mec nous. qui était chez vous. Et lui, il nous a fait sur un autre format. Il a dit, OK, moi, je veux ouvrir Lyon, mais je veux pas être à Lyon. Ouais. Je te fais l'équipe. Je te les forme. Toutes les semaines, j'y vais. Et après, je vais ouvrir Lille, je vais ouvrir Marseille, etc. Ah, il s'est dit, je vous développe point de vente dans la France. Ah, c'est génial. Donc, et pour l'instant, il s'en sort super bien. Alors, une création, c'est pas facile. Tu vas le voir quand tu vas ouvrir à Ouais. Cannes. Ouais. Mais parce que à Lyon, ils nous connaissent pas. Ouais. On est- Ah, tu redémarres encore une fois On à zéro. est très connu en Ile-de-France, mais on démarre tout de suite quand même avec 15 ans d'expérience. La province, tu vas voir, c'est beaucoup plus lent. Ouais. Les trucs, je ne comprenais pas. Le négociateur, je suis à côté de lui, le mec l'appelle pour une visite. Le mec lui dit, on est mardi. Oui, vous voulez visiter quand la semaine prochaine? Ah ouais. Ah, pareil, nous, tu t'appelles, le mec, il est mardi, vous êtes où? J'arrive. Mais nous, c'est pour ça qu'on veut ouvrir dans le sud. Hein. C'est parce que, tu vois, moi, je voulais chercher des invests à Marseille, etc. Et je me rends compte que les mecs, ils bossent pas le week-end. Non, Ils répondent jamais au téléphone. Il faut les relancer 4 fois. Enfin, c'est un carnage. Ah, mais c'est un tu vois. carnage. Donc, Mais- je me mais dis, s'il y a... toute la province, c'est ça. Ouais, c'est ça. Mais du coup, tu es quand même face aujourd'hui, quand tu vas recruter, des gens Ouais. de province. Donc, faut les préformater, il faut leur vider leur logiciel et en mettre un nouveau en disant, écoute, mec, Ouais. maintenant, tu vas travailler comme ça, voilà notre force de frappe, voilà nos outils, etc. Est-ce que tu veux rejoindre l'aventure? Mais l'aventure, attention, c'est pas du 10h, 15h, c'est pas du 5 jours sur 7, c'est on y va. On est là pour faire de l'argent, on est là pour prendre des parts de marché. Il y a des parts de marché à prendre, mais il faut un modèle en face. Et lui, il connaît le secteur de Lyon? Ou non, il se renseigne, du coup? Non, Il fait- mais aujourd'hui, avec la data, Oui, c'est vrai, t'as accès à tout. Ouais. c'est fini. Ouais, ouais. En fait, ces 2 dernières années, si tu veux, on parle un peu d'IA parce que je suis passionné par ça. Ouais, on va y venir. Bah, de toute façon, avec les mutations, les... Ah, mais c'est aujourd'hui. Ouais, t'as accès à tout. T'as accès à tout. Tu développes très très vite. Nous, sur liquidationsjudiciaire.com, on a fait du scrapping, etc. En une semaine, j'ai sorti le site. J'aurais mis 3 mois. Ouais. Donc, c'est toi qui a fait le site internet? Non, j'ai mis quelqu'un. Oui. Mais j'ai dit, il faut faire ça, 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 Ouais, ça. ouais. Et en une semaine, on a sorti un truc grâce à l'IA, mais que j'aurais jamais pu. Tu mets 3 mois avec un Ouais. truc qui. Les textes ont été générés automatiquement. On a généré toutes les photos. Parce que sur les liquidations judiciaires, tu n'as pas forcément les photos. On va pas les prendre un mec qui va prendre des photos, etc. On a généré des photos avec de l'IA automatiquement sur le site pour avoir un truc qui clean. Voilà. Donc ça fait que, en fait, on est sur un truc où il y en a qui disent non mais le monde il est terminé. Pas du tout. C'est une opportunité, mais qu'on n'a jamais eu en fait. C'est aujourd'hui, moi, l'IA me fait gagner 1 jour et demi par semaine. C'est énorme. 1 jour et demi par semaine, je fais autre chose que ce que je faisais avant. Énorme. Ouais. En tout cas, je trouve ça top, et même pour ceux qui nous écoutent, tu vois, de savoir que quand on vient bosser chez Point de Vente, il y a des perspectives aussi d'évolution. Bah, c'est le but. Ouais, vous arrivez à... De toute façon, dans chaque boîte, s'il y a un plafond de verre, au bout d'un moment, le mec il se le prend. Ouais, bien sûr, tu les gardes Il bien. a envie d'aller ailleurs. Donc après, c'est pas pour ça qu'il y en a qui nous quittent et qui montent leur entreprise et ça se passe Oui, très bien bien. sûr. Voilà. Mais dans tout secteur, pas que de l'immobilier, si tu veux garder tes talents, faut le respecter déjà ton talent. Faut pas qu'il soit un numéro, faut que ça soit un nom prénom. Bien sûr. Et puis il faut lui donner envie de venir le matin. Il faut qu'il ait en face que ses boss, il les fasse rêver avec tous les jours une nouvelle idée. Tous les jours, je les prends, je leur montre, je dis regarde ce que tu peux faire. Ah putain, mais je mettais un temps fou. Non mais arrête de faire ça. Et c'est chaque jour quand le mec il rentre chez lui, il se dit ah bah je suis au bon endroit. Ouais. Et donc du coup sur les pôles, on a fait immeuble, on a fait liquidation judiciaire, il y a un pôle capital market, tu me disais. Ouais, sur l'investissement. Donc ça dans toute la France, on a 3 personnes qui font que ça. Ouais. Ça c'est facile. Enfin c'est facile. C'est pas la petite boutique du coin, etc. C'est des gros parcs, des centres commerciaux. On est tout de suite sur des honoraires plus gros. Et là, t'as pas forcément besoin de te déplacer. Ok. Aujourd'hui, 70% des transactions qu'on fait en France, sur le capital market, on se déplace pas. À distance. On a nos invests, ils reçoivent un dossier, on l'étudie, on a un analyste qui étudie bien. Avant, il mettait 6 heures à analyser un truc. Maintenant, avec l'IA, il nous sort un truc de ouf Ouais. en 45 minutes. Voilà, ça fait qu'aujourd'hui, on fait du chiffre dans toute la France grâce à ça. Mais tu peux pas le faire sur de la location, il te faut des panneauteurs, il te faut des trucs, Ouais, il bien sûr. faut faire tes visites. L'accompagnement, il n'est pas le même que sur l'invest. Aujourd'hui, l'investisseur, il sait mieux que toi et moi ce qu'il veut. Donc c'est un pro, il a acheté je sais pas combien d'affaires, il va recevoir le loyer, il va recevoir le dossier, il va regarder le loyer, il va regarder la surface, il va regarder le potentiel. Bon, t'as pas besoin de lui raconter quoi que ce soit, il sait mieux que toi. Comment tu arrives à rester galvanisé comme ça
au fur et à mesure des années, parce que ça fait 15 ans, tu vois. Moi, je me pose cette question-là. Moi, c'est pas, ça Avec fait 5 ans, mais de me dire, nouveau projet. ouais, c'est ça, toujours. C'est ton nouveau bébé. Ouais, Mais à chaque fois, tu rajoutes, tu sais, c'est comme une famille, tu rajoutes des nouveaux bébés. ouais. Ça te maintient. Et bah ouais, ça te maintient. Mais t'as besoin. Ouais, De toute façon, après, sinon, t'es dépassé. ouais, bien sûr. Et il faut savoir aussi, moi j'ai un mec qui m'a dit, t'es jamais star toute ta vie. Donc il faut savoir aussi à un moment quand t'es bien haut, de se dire, bon bah, ça y est, on a tout fait. Maintenant, on n'a plus envie. Bon, faut passer le bébé. Ouais. Voilà. Donc, Ça, c'est peut-être un truc auquel vous réfléchissez, pas pour pas tout maintenant, de on suite. est encore très jeune et puis on a encore surtout plein d'idées et plein de trucs à faire encore sur la Ouais. boîte. Il y a des parts de marché à prendre partout. Donc, mais des moments que tu arrives sur un truc où le matin tu te lèves plus avec cette ambition de vouloir développer ta boîte, cette ambition de créer, de transmettre, parce que aussi la richesse du truc aussi, c'est quand tu vois des négociateurs, ils arrivent chez toi. J'en ai un, il était restaurateur, il vendait des pâtes, il gagnait 2500 balles. Aujourd'hui, chez moi, il me facture, je crois, 450 000 ou 500 000 balles. Ouais, Ça, c'est ta fierté aussi. bien sûr. Ouais. Le mec, voilà, il veut acheter des murs de boutique avec nous, il vient d'acheter son appartement. Bon, donc, tu as transmis un truc. Bien sûr. Il t'a fait gagner ta vie, mais au-delà de ça, tu as fait, voilà, tu te dis, merde, lui aujourd'hui, bon, tu te sens un peu père de famille. Donc, bien sûr. tu es content quand tes enfants ils réussissent quelque chose. C'est pas toi qui as réussi, mais tu es content De voir l'évolution. voilà, Ouais. un entrepreneur, je pense aussi, c'est pas qu'un fichier Excel, c'est pas que ça, c'est aussi, c'est pas que ton compte en banque, c'est aussi transmettre et de voir telle ou telle personne. On a des gens chez nous, ils sont là depuis 8 ans, et tu vois leur évolution. Ils viennent avec la patate le matin, et puis ils ont commencé à construire un petit patrimoine. Ils ont commencé, moi chez moi, tu peux acheter, y a pas de Ouais, tu problème. les accompagnes sur. Bien sûr, tu veux acheter avec nous, t'achètes avec nous, tu veux acheter tout seul, t'achètes tout seul. Et on n'a pas de problème là-dessus. Alors bon, tu te doutes bien que les mecs ne peuvent pas acheter non plus Bien sûr, ouais. une tonne, mais déjà acheter, c'est le début. Bien sûr. Tu fais encore des transacts, toi? Ouais. Ouais. Ouais, surtout sur de l'immeuble. Ouais, ok. T'es Ouais, plus c'est un maintenant ami. sur cette partie-là. Mm. Ton associé aussi? Mon associé, il fait encore tout. Ouais. Il adore tout faire. Ok. Voilà, moi, je suis plus cartésien. Lui, Hmm. moi, c'est l'immeuble aujourd'hui, ça me fait kiffer de vendre. Tu vois, vendre un bel immeuble. Ouais, bah t'es pas en contact avec les mêmes. Enfin, j'imagine T'es qu'à un pas- moment donné, toi aussi, tu as envie de passer un. T'es pas en contact avec les mêmes personnes, les Non, mêmes mais tu sais, investisseurs. même, les mêmes... je vais te raconter une anecdote. Il y a, au début, je reçois un appel, fin de semaine, je suis KO, j'en pouvais plus. Un mec qui a une petite alimentation générale à vendre rue Pajol. Ok. Un truc Assez dur en plus, hein, repas jol. invendable, le loyer était cher. Je me souviens, monsieur Bouftas, s'il Mhm. m'écoute ce soir. Je voulais pas y aller. Bon, et puis j'ai ma petite voix qui dit, mec, faut que tu y ailles. Hmm. J'y vais, transport, truc, nanana, je vais sur place, une boutique de merde. Je parle avec lui, je sympathise avec lui. On devient copains. Il me dit, bon, je sais que ma boutique, elle est nulle. Mon beau-frère, il a un immeuble à Bagnolet. Et là, je fais une transac, 80 000 euros d'honoraires. C'est le kiff de ce métier de toute façon. Mais en fait, ce métier, c'est que de la rencontre. Mais c'est à toi de te forcer. Voilà. Ouais. Si j'avais pas été rue Pajol, je serais resté, je l'aurais planté ou j'aurais dit à quelqu'un d'y aller. Hmm. Notre métier, c'est que de la rencontre. Tu vois, nous, des fois, on a des gens qui nous appellent, qui nous demandent, je sais pas moi, une estimation dans le cas d'une succession, qui nous disent on veut pas vendre, ou une estimation, bon bref, une estimation, et ils nous disent, bah, je l'ai demandé à des gens, mais vu qu'il n'y a pas de projet de vente immédiat, ils veulent me facturer, etc. Bon, nous, ça nous prend 5 minutes de Moi, l'estimation, faire un c'est dossier. gratuit. Voilà. Il garde ton logo dans son papier, dans sa Exactement. pochette. On a des appels. Vous m'aviez fait ça il y a 7 ans, 8 ans. Et C'est- on a vraiment une tonne d'exemples comme Mais ça, de oui. personnes qui nous ont recommandé Il y a pas juste mieux, il y a pas grâce mieux, à ça. Il n'y a pas tu mieux. vois. Et puis, c'est pas une estimation. Les mecs, ils vont demander quoi 500 balles, 1000 balles Ouais, Mais en fait, là, tu es en train de payer un lead. bien sûr. Il y en a, ils sont capables de payer des leads 500 balles. Ah, Là, ouais. c'est un lead qui vient à toi, qui te coûte 0 parce que bon, ton estimation à faire, elle va te prendre 30 minutes. Ouais, ouais. Et lui, il va garder ton logo d'Oli, il va le garder dans sa pochette. Il aura eu un interlocuteur, alors qu'il y en a 2 autres qui leur ont dit non, mais c'est payant, etc. Tu peux être sûr que demain, soit lui, il va vendre, il va t'appeler, soit il va parler de toi. Bien sûr. Donc c'est ça, aujourd'hui, tous ces gens-là, c'est des haut-parleurs pour tout. Ça Ouais. fait résonner ta marque partout. Et quand tu es beaucoup comme ça, de réussir à maintenir une satisfaction client, parce que ça moi, c'est un stress constant de se dire déjà, Très compliqué. voilà, on est presque 30, faut réussir à maintenir, tu vois. Nous, on est passé par des phases, des gros problèmes. Ouais, On avait un moment, on savait plus gérer les appels. Quand je crois qu'on est monté, on est aujourd'hui à 300 appels jour. ok. Faut gérer derrière les 300 appels. c'est ça. Donc, tu avais la moitié qui disait allô, oui, bah, j'ai déjà appelé 3 fois, personne m'a répondu, on m'a pas rappelé. Enfin, tu dois peut-être avoir ça aujourd'hui, Ouais. mais ça, y a rien de pire. Ah, moi, ça me tend.
Mais il n'y a rien de pire, parce que bon, déjà, pour avoir ces appels-là, tu as payé du Sologer qui t'a coûté un bras, tu as payé du Le Bon Coin qui t'a coûté un bras, donc déjà, tu n'as plus de bras. Bien sûr, ouais. C'est peut-être pour ça que tu ne peux pas décrocher le téléphone. Mais tout ça pour dire que ça, c'est des leads qui... Donc, il fallait trouver une solution. On est passé par Aircall, je ne sais pas si tu connais. Oui, bien sûr. Qui a fait ça avec maintenant un petit peu d'IA derrière, automatiquement des SMS qui est connecté à la fiche, etc. Le but de tout automatiser. Moi, aujourd'hui, si j'automatise pas un process, c'est que j'ai raté un truc. Mais ça, c'est génial, parce que ça manque dans les agences immobilières, tout ce côté un peu tech, alors que c'est essentiel et ça te fait gagner une tonne de temps. Ça te fait gagner une tonne de temps, ça te fait professionnaliser. Moi, systématiquement, quand il y a une visite, ici, mon visite, mais automatiquement, ça envoie un rapport de commercialisation. Tout est fait de façon automatique et ça, on l'a fait depuis notre CRM, depuis 2011-2012. Dès qu'on a ouvert, ça nous a coûté beaucoup d'argent. Ça nous coûte à peu près aujourd'hui 30 000 ou 40 000 euros par an. De rajouter de la data, de réfléchir, etc., de faire tout ça. Mais tu les gagnes. Mon CRM aujourd'hui, il me fait 30% de mon chiffre d'affaires. Non, mais les gens, ils se plaignent sur le marché il est trop dur, etc. Mais ils font encore des dossiers d'estimation papier. En même temps, t'es plus dans le marché. Faut évoluer avec son temps, quoi. Soit t'évolues, faut même pas évoluer avec son temps, faut évoluer avec le temps de demain. Si tu évolues avec ton temps, t'es comme tout le monde. Donc se dire, ok, demain il y aura quoi, faut le faire maintenant. Ça a été quoi le plus gros défi à surmonter avec Point de Vente? Covid ou... Pas le défi. Notre plus grosse opportunité était le Covid. C'était le Covid? Ah ouais. Raconte-moi. Je vais te dire un truc, je le dis souvent, mais quand on est rentré dans le Covid, crise en chinois, ça se dit soit tu l'écris crise, soit tu l'écris opportunité. On s'est regardé avec nos associés, on s'est dit putain, les gens sont chez eux pendant un mois, ils n'ont rien à foutre, faut trouver quelque chose. Et donc là, on a fait des webinars, des trucs. Mon associé commence à me dire ouais, il y aura 3000 personnes, je vais inviter lui, il me donne des noms. Mais je me dis, on les connaît pas, tu vas inviter le ministre du logement? Ouais, tu vas inviter. Je dis David. Il me dit, ok, toi ton boulot, c'est trouver les numéros de téléphone. Moi, j'arrive à trouver tous les numéros de téléphone, j'arrive à trouver tous les... Ok. Donc, il me dit, ton boulot, c'est trouver les numéros de téléphone. Je dis, ok, on gère. Hop. Je lui donne le numéro de téléphone, il a Atali au téléphone. Tac. Oui, il y a Bancé d'Apsis qui va venir chez nous. Il y a un tel, pas vrai. Il appelle l'autre, il y a l'autre qui vient. Ah bah si, il vient, Philippe Journeau, avec plaisir. Et on a eu comme ça, on a fait sur 6 semaines, toutes les semaines, des invités de ouf. Je crois que j'avais participé à un mois. T'as du avec Atali, je crois. Voilà, mais on a eu tout le monde. On a eu les plus gros de l'immobilier, les institutionnels, le patron de Gessina, on a eu tout le monde. Ils n'avaient rien à faire, ils n'étaient pas sollicités. C'est vrai. Ils se faisaient chier en calbut chez eux. Ils se faisaient engueuler toute la journée parce que et tout le monde était sous pression, etc. C'était leur moment où ils rebrillaient un peu, tout le monde rebrillait, tout le monde était reconnecté un petit peu à la vraie vie et pas anxiogène de la télé, BFM et tout ce qui se passait autour. Et on avait les serveurs, ils ont pété. On avait, je crois qu'on est monté à 30 000 personnes. Putain, c'est énorme. 30 000 personnes où tu as ton logo, où tu parles d'IMO, où tu leur donnes un peu de joie dans un moment où ils sont tous... Et on a vu à la sortie de Covid, tous les institutionnels qui nous ont appelés pour nous donner de la gamme, on a vu tout le monde. Ça a été un game changer. Ah, mais je vous ai vu, on se connaissait pas, j'ai suivi votre truc. Ah, j'avais pas pu rentrer parce que il y avait trop de monde. Est-ce qu'on avait des mails? John, je recevais des mails, des gens que je connaissais pas. Est-ce que tu peux me faire rentrer à la conférence? On dirait qu'on était en boîte, c'était un truc de martien. Énorme. On a fait je sais pas combien de vues, je sais pas combien de trucs. Et donc, au lieu de rester dans notre truc en train de pleurer, déjà nos équipes, ils ont kiffé. Parce que on a préparé ça tous ensemble. Donc, on les a fait animer aussi dans l'histoire. Et puis, c'était leur moment de la journée, du truc, etc. Et donc, ça nous a fait vraiment, on a vu un avant, après Covid là-dessus. Après, pour parler du commerce, au-delà du groupe Point de Vente, tous les mecs qui étaient chez eux se disent mais je me fais chier, je suis dans la banque, je me fais chier, je suis là, etc. Il y a eu 25 à 30% de porteurs de projets en plus. Des gens qui t'appellent, je veux ouvrir un bar à vin, je veux ouvrir un bar à fromage, je veux faire ça, je veux plus être salarié. Donc il y a eu un vrai retour au commerce. Ça nous a montré aussi que le Covid, que le commerce c'était quand même quelque chose de très résilient. Très peu d'impayés. On a aidé nos locataires, mais dans l'ensemble, il n'y a pas eu de... Ouais, ça va, il n'y a pas eu de... Parce que bon, il y a quand même pas mal de boîtes qui ont fermé. Bon, il y a eu des PGE, il y a eu plein d'aides qui ont permis de... Ouais, mais dans l'ensemble... Dans l'ensemble, ça va, toi, ça t'a pas... Alors, tu vas te balader Enfin, il y en a plein qui viennent me voir, qui me disent, John, je comprends pas, j'ai vu des rues, il y a des panneaux partout. Le commerce va mal. Alors, en général, c'était des rues mono-activité. Le prêt-à-porter va mal. Avec tout ce qu'on entend, la fast fashion. Aujourd'hui, sur AliExpress, tu commandes des trucs à 12 balles. T'as plus envie d'aller chez The Couple, c'est payer ton truc à
à 150 euros ou 200 euros. Donc fait que toutes ces marques-là aujourd'hui, soit elles se réinventent, et elles arrivent à apporter une vraie expérience client. Et c'est ça le défi aujourd'hui de toutes ces marques, c'est de dire d'apporter un truc un peu plus que le digital. Donc c'est de faire un truc, ce qu'on appelle le phygital, c'est d'apporter le digital qui fait te ramener dans ton commerce physique et d'apporter une expérience que tu ne pourrais pas avoir devant un écran ou devant ton portable. Donc ça, c'est le défi il y a des marques qui le font super bien et qui arrivent aujourd'hui à se développer là-dessus. Ouais. En transformation, parce que j'allais te poser la question, comment le commerce il a évolué depuis 2010 à aujourd'hui? C'est quoi et comment tu le vois toi plus tard? C'est que des modes. Ouais. Ça veut dire que nous, systématiquement, tu as eu les blanchiments dentaires, les cigarettes électroniques, les centres dentaires qu'on a ouverts. On a eu la période des dark stores et des dark kitchens. Donc ça, c'était tous les Gorillaz, Getir, tout cela. Donc ça, il fallait qu'ils trouvent des locaux très vite. Ouais. Toi, tu as des appels, les mecs qui te disent « Ok, il me faut 50 emplacements dans les 2 mois. » En plus, ils voulaient des emplacements que personne voulait. En vrai, c'était des trucs de Personne stockage voulait, sans lumière. Ouais. C'était, donc pour nous, c'était une embellie. Ah oui, bien sûr, c'était Des charmant. trucs, on s'est éclaté pendant ces périodes. Mais tu as tout le temps des nouvelles activités. Là, on est en train de s'éclater sur les coffee shops. Ouais. Ça ouvre à toute patate. Donc c'est que des cycles. Alors avant, moi je me souviens quand j'ai démarré, je prenais un bail commercial, je regardais quand est-ce qu'il a été signé. On était au 2e, 3e renouvellement du commerce. C'est-à-dire que le mec, ça fait déjà 20 ans qu'il est dans sa boutique. C'est là, tu voyais les enseignes avec marqué père et fils. Ouais. Maintenant, c'est les durées de vie des concepts. Ça a été divisé par 20. Ouais. Aujourd'hui, une durée de vie d'un concept, c'est 4 ans, 5 ans. Ouais, les gens, ils changent beaucoup plus de... On est sur du jetable aujourd'hui, ouais, surtout. ouais. Donc, parce que le bagel qui marchait hier, ça marche moins bien. On a ouvert, je sais pas combien. Bon, c'était les pâtes, Mezzodi pasta, tout cela. On a ouvert toute patate. Maintenant, c'est que des nouveaux concepts. Bien sûr. Non, mais la génération moi de mes parents, par exemple, ils faisaient le même métier toute leur vie. Aujourd'hui, ça change toute tout leur le temps. vie, et même, ils restaient toute leur vie dans leur commerce. Ouais. Maintenant, tu reprends un bail, le mec, il est là depuis 3 ans, 4 ans, 5 ans, mais il n'y a plus des renouvelles. Ouais, C'est rare de renouveler, à part les brasseries, et ça, on va en parler. Oui. La vraie restauration et l'hôtellerie. Ouais. C'est 2 branches aussi qu'on travaille beaucoup et qu'on va de plus en plus travailler. À part ces 2 classes d'actifs, tout le reste, c'est de l'éphémère. Ça veut dire c'est du 4-5 ans, ce qui n'est pas grave. Hein. Mais ça fait vivre en plus le commerce, parce que du coup, les locataires, à chaque fois, ils retapent le... Tes locataires, ils te font des travaux, ils retapent, ça permet qu'il y a des changements d'activité. Ouais. Toi, en tant que bailleur, c'est une embellie. Bien sûr, ouais. Parce qu'aujourd'hui, un bailleur, il a que 2 fois où il peut sniper son locataire. Ouais. C'est-à-dire augmenter son loyer. Soit à la fin des 9 ans, et encore avec la loi Pinel, maintenant, tu as un plafonnement du déplafonnement. Tu veux que je parle un peu vas-y, tu peux. plus facilement parce que... Non, tu peux, on va expliquer ce que c'est. En fait, voilà, ton locataire, il va signer avec toi un bail de 9 ans. Ouais. Donc au bout des 9 ans, toi propriétaire... 369. 369. Donc au bout des 9 ans, toi propriétaire, tu peux augmenter ton loyer. C'est ton seul moment où tu peux dire, ok, tu avais un loyer de 1500 balles, je vais le passer à 1008, 1009. Qu'il accepte ou qu'il accepte pas. S'il accepte pas, tu vas aller en procédure. Et du coup, il y aura un juge des loyers qui va dire, tiens, monsieur Citruc, le loyer que vous avez mis, est-ce que c'est le bon ou pas bon? Voilà. Mais en général, ça se fait à l'amiable. Donc c'est ton seul moment aujourd'hui. Bon, tu as ton indexation qui, ces dernières années, ont explosé. Donc les mecs, ils sont passés de 6 de rentabilité à 8% de rentabilité sans rien faire. Donc c'est ton seul moment, au bout des 9 ans, où tu peux tirer. Ou quand il y a changement d'activité. Ok, c'est ta seule fenêtre de tir, ouais. Ta seule fenêtre, bon, c'est plus le même bail. Moi, je t'ai donné un bail coiffeur. Tu veux que je t'élargisse l'activité du bail. Ouais. Tu veux faire agence immobilière. Et par contre, voilà, moi j'ai donné la propriété commerciale de coiffeur. J'ai pas donné la propriété commerciale d'agence immobilière. Donc si tu veux ça, c'est plus 1000 de loyer, c'est 1006. Ok. Voilà. Et là, ta rentabilité, forcément, elle prend 20% ou 30%. Ok. On va parler des CHR du coup, c'est café, hôtellerie, restauration. Exactement, qui est une grosse partie chez nous et nous on était très généralistes. Ouais. Donc on s'est rendu compte aussi qu'on faisait un peu de restauration, même beaucoup, mais sans le vouloir. C'est-à-dire qu'on vendait, nous, un restaurant comme on vendait un coiffeur, etc. Sauf que c'est un métier encore à part, avec des spécificités à part, le nombre de couverts. On regarde beaucoup plus les bilans, les salariés, combien est-ce qu'il fait de la limonade ou pas de la limonade, tout ce genre de choses. Donc ça, il faut des professionnels là-dessus. C'est un accompagnement qui n'est pas le même. Donc là, pareil, on est en train de faire une équipe qui est dédiée, restaurantvente.com. Ok. Putain, je vais tous les prendre. Voilà. Okay. Donc là, on est en train de faire ça. Me prends pas habitation, hein, me prends pas appartement. Non, habitation, je te laisse. Ou je te le vends peut-être. Je te prends, je te le vends. Non, voilà. Donc là, on est en train de faire une marque dédiée. Sur l'hôtellerie, moi, j'adore. Alors, si tu me demandes une classe d'actifs, tu m'as demandé tout à l'heure et j'ai répondu mur de boutique, mais en fait, je me reprends et je dirais. Un hôtel ? Ah ouais.
Bah, d'ailleurs, on va en parler parce que tu es propriétaire d'un hôtel aussi. Ouais, on est propriétaire d'un hôtel dans le 13e, on a mur et fond, mais ça c'était une opportunité. Au début, on voulait le prendre. En fait, aujourd'hui, quand on l'a acheté, on a regardé que le mètre carré. Ouais. On s'est dit, on l'achète pas cher. Bon. Puis après, on s'est rendu compte, on dit, il est vide, essayons. Et il n'y a pas mieux. Ah ouais. Et je suis jeté dans le 13e, j'ai 41 chambres et je fais un taux de remplissage de 100%. Ah, c'est énorme, putain. Donc là, t'en recharges d'autres? Ah oui, c'est le Graal. Il t'a dit pareil. Mickaël, ouais. Ouais. Mickaël et même Geoffrey. Ouais. Comment tu trouves un hôtel? C'est compliqué. Ouais. Aujourd'hui, l'hôtellerie, alors tout dépend si tu veux le fond ou les murs, ou Ouais. mur et fond. Aujourd'hui, les fonds de commerce, ça se vend cher. Les murs occupés se vendent pas cher, parce qu'en général, les loyers sont pas élevés. Ouais. Donc tu peux toper des hôtels dans Paris à 5 000 euros du mètre. Mais tu auras une rentabilité qui est très faible. Et tu pourras pas augmenter ton loyer comme tu veux parce que tu n'auras pas de changement d'activité. Un hôtel, ce sera toujours un hôtel. Donc, faut acheter un fonds de commerce, pas très cher, avec un petit loyer, et après essayer de négocier le prix des murs. Si tu veux vraiment la globalité du truc. Ouais. Et sinon, pareil, c'est du porte-à-porte, on appelle, et encore, on s'aide beaucoup maintenant de l'IA, pour dire, ok, est-ce que le mec, son chiffre d'affaires, on se connecte, est-ce qu'il est plus en baisse ou en hausse, quel âge il a, tu vois, on met tous ces critères, et on se dit, ok, maintenant, sors-moi un fichier avec tous les propriétaires d'hôtels, de fonds de commerce, qui sont plus en vente ou en acquisition, mais on fait pareil sur les commerces, se dire aujourd'hui, un mec qui avait 6 établissements secondaires qui passe à 3 au bout de 2 ans, bah, c'est lui que tu dois toper parce qu'il va vendre. Et à l'inverse, un mec qui passe de 5 à 10, c'est lui que tu dois toper parce qu'il achète. Donc ça, l'IA t'aide hyper là-dessus. T'as quelqu'un en interne? Non, on le fait nous. C'est toi-même qui fait la recherche. Ouais, mais ça, c'est en fait une tonne de concurrents. J'ai l'impression que là, c'est le truc en tendance là, d'essayer d'acheter plein d'hôtels. Ouais, sur l'hôtellerie, ouais. Ouais, sur l'hôtellerie. Ouais. Bah, c'est le Graal. Ouais. C'est le Graal. C'est vraiment le truc où tu es propriétaire, donc tu fais de l'immobilier, tu fais du commercial. C'est un truc qui est hybride avec de l'habitation. Si tu aimes un peu la déco, tu t'éclates. Ouais. Et puis là, tu as un fonds de commerce. Ça veut dire que c'est vraiment quelque chose. Ça veut dire que celui qui paye le loyer, c'est toi, mais aussi celui qui prend les bénéfices, c'est toi aussi de l'autre côté. Ouais. Donc tu as un truc qui est vraiment... Et nous, on est rentré par cette porte, par le Airbnb, parce qu'on a commencé à faire du Airbnb quand on a vu nos copains qu'on achetait, et ils venaient nous voir pour acheter des locaux commerciaux pour les transformer en Airbnb. On a commencé par là. Donc on a commencé à en acheter, mais le Airbnb, c'est quand même une tadasse à gérer. Ouais. Même si tu es un bon gestionnaire comme Checkmaguez par exemple, il y a des frais, il faut faire les travaux, il faut faire tout ça, la copro, c'est vrai. Sur Paris, c'est de plus en plus restreint, il faut avoir une déclaration préalable de changement d'affectation. Là, c'est une galère en ce moment. Ils les donnent plus. Ouais. Donc, ceux qui ont leur Airbnb qui est déjà propre avec leur changement d'usage, eux, c'est le Graal pour eux parce que maintenant, c'est gravé dans le marbre, on ne pourra plus rien faire pour eux et leur actif vaut très très cher. Ouais. Parce que en fait, un Airbnb, c'est une chambre d'hôtel. Hein. Bien sûr, ouais. Donc, t'as des fonds américains qui achètent à des prix incroyables les Airbnb. Ouais. Mais en fait, quand tu regardes, quand tu as dit Airbnb, bah, tu as un hôtel horizontal, pas vertical, mais avec 10 copros à gérer, avec 10 ménages à faire dans des endroits différents, et tu n'as pas un produit qui est liquide. Parce qu'aujourd'hui, revendre un Airbnb, tu revends quoi? Tu revends une rentabilité, tu revends un prix du foncier. Parce que l'actif en soi, souvent, il est pas glamour. Hein. Bah, aujourd'hui, il n'y a pas de recul sur la vente de Airbnb. En plus, tu vas prendre les 3 dernières années du chiffre d'affaires que tu as généré. Donc, c'est là-dessus que tu vas vendre, mais tu ne vas pas vendre un fonds de commerce d'Airbnb, tu ne vas pas vendre un appartement, tu veux un truc qui est hybride. Donc, tu es sur un actif aujourd'hui qui, peut-être dans les années à venir, sera beaucoup plus liquide. Mais aujourd'hui, quand moi j'ai des Airbnb à vendre, c'est compliqué à faire une évaluation parce que si je te dis ça vaut du 7%, du 8%, c'est très bien, mais quand je vais taper le prix du foncier, je vais me retrouver avec du rue Laffitte à 26 000 euros du mètre. Ouais. Donc le mec me dit attends, t'es mignon, j'achète pas 40 mètres carrés à 26 000 euros du mètre. Mais de l'autre côté, je te propose du 7-8%. Ouais, c'est vrai, c'est délicat. C'est délicat. Donc, ceux qui ont commencé par le Airbnb, qui ont commencé à avoir un parc un peu sympathique, se disent mais en fait, le Graal, c'est l'hôtellerie, parce que c'est ça, c'est la même gestion. Hein. Donc on a eu les années d'or du Airbnb, là ça va être les années d'or de l'hôtel. Mais il y a moins d'actifs. Il y a moins d'actifs. Il n'y en a pas beaucoup pas le même en vrai. Ticket. Ouais, bien sûr. Quand tu achètes un hôtel, c'est entre 5 et 100 millions d'euros. Un Airbnb, tu peux commencer, tu trouves des trucs à 300 000 euros, 500 000 euros. Ouais. Donc forcément, c'est pas les mêmes clients, c'est pas les mêmes. Donc il y a encore du potentiel sur du Airbnb. Peut-être s'éloigner un peu de Paris. Il y a des banlieues qui marchent très très bien
J'ai un copain à moi, il en a plutôt. Ouais. Il fait des rentabilités de martiens. Il n'y a pas les problèmes de déclaration préalable. Il n'y a pas ces problèmes-là. Il cartonne. À Saint-Ouen, pareil, il y en a qui. Je crois que maintenant, ils sont en train un peu de sévir la ville de Ouais. Saint-Ouen. Mais voilà. Mais c'est une gestion. Et puis quand tu tires ton trait à la fin au niveau de la rentabilité, tu te dis merde, la taxe foncière, c'est moi qui la paye. Consommation d'eau. Moi, j'ai eu des consommations d'eau avec les clims. Ouais, ça va. Je me dis, non, mais c'est un truc. EDF, le coût de l'énergie, il a augmenté. Donc, bout à bout, ce qui me faisait miroiter sur mon dashboard quand j'étais content, je me connectais, j'avais du 11-12%. Maintenant, bout à bout, je suis à 7-8%. Ouais. Donc, en fait, avec beaucoup plus d'investissement. Et les carnages avec la copro, les dérangements, les trucs. Et ton capex. Ouais. Quand tu achètes des murs de boutique, tu mets à peu près 20% d'apport. Quand tu vas acheter un Airbnb, tu mets 20% d'apport. Mais les travaux, tu dois les faire toi. Donc tu te retrouves avec, tu dois faire minimum pour avoir un truc bien. Geoffrey l'a dit, il faut faire du 2500 € du mètre pour avoir un truc attractif qui se loue très bien. Donc un investissement Airbnb, tu peux faire 3 murs de boutique. Ouais. Donc tu es dans un truc. Après, ça te permet de diversifier. Moi, je suis très content d'avoir fait du Airbnb. C'est Check Magaz qui me les gère, très très bien géré. Moi, ça me permet de diversifier. Quand tu as pas mal de murs de boutique, là, le Airbnb, tu veux pas acheter de l'habitation parce que les rentabilités, elles sont pas bonnes. Là, tu as un truc que tu as quand même un appartement. Avec une rentabilité qui est bonne en face, si c'est bien géré derrière, bon, ça reste quand même un truc où tu te dis, ben, pour mes enfants, c'est une autre classe d'actifs, ça permet aussi de diversifier. Le but après, on ne sait pas ce qui peut se passer, ça se trouve dans 10 ans, tu vas avoir toutes les rues, les commerces ils vont être vides complètement. Voilà, j'y crois pas trop, mais c'est possible. Comment tu gères au quotidien? Quoi? Dans ton perso? Non, mais parce que tu fais plein de trucs, en vrai. C'est... Je délègue beaucoup. Ouais. Chose que je ne savais pas faire du tout avant. Maintenant, je délègue beaucoup parce que je suis bien entouré. Perso, tous les matins, 6h, je me lève. Ok. Ah, tu te lèves tôt. Ok. 6h, je me lève. 7h, salle de sport. Ok. Tu vas où la salle? Une petite salle près de chez moi. Ok. Donc de 7 à 8h30. 9h, 9h30 au bureau. En général, lundi, on a les réunions commerciales sur point de vente. Mercredi, sur immeuble.fr. Après, j'ai mes trucs. Voilà. Après, trop de réunions, ça pollue tout. Et puis maintenant, j'ai mis des gens en place qui s'occupent de gérer ça. Voilà. Et pour la gestion de tes actifs, pareil? On gère nous. Donc là, moi, j'ai mon équipe de gestionnaires. Ouais. Ça, c'est pas le plus compliqué. Ouais. En fait, gérer les actifs, c'est pas, surtout dans le commercial. T'as une fois des emmerdes sur la copro, une fois que tu l'as réglé, une fois que tu as résolu ça, il n'y a pas de problème. Des impayés, ça représente entre 3 et 5% d'impayés. Et tu sais que tu vas retrouver. Alors, sur les. C'est pas nos lots. Les gens, ils vont commencer à se piquer. Mais on gère à peu près 400 lots. Ouais. C'est arrivé 2 fois où mon bailleur a perdu de l'argent. Ok. Alors, perdre de l'argent, c'est quoi? Ça veut dire que il récupère les clés, il loue pas plus cher, parce que s'il a une dette locative, mais derrière, il loue plus cher. L'un dans l'autre, dès la première année, il a récupéré l'argent qu'il a perdu. Ou il y a une cession de droit au bail, et il avait une dette locative, mais celui qui a repris, comme on bloque, il lui rembourse sa dette locative. Donc en général, tu as des décalages de trésorerie, parce que c'est possible pendant 6 mois, ton locataire, il rame. Puis le temps qu'il vende aussi, parce qu'il rame, donc il va dire moi je vais vendre. Donc tu as des petits décalages de trésorerie, donc ça faut pouvoir assurer. Et t'as pas de perte. Mais franchement, on a eu 2-3 pertes. Ouais, ce qui n'est pas énorme sur 400. Et quand même ça part en liquidation judiciaire, nous tous nos baux, il y a ce qu'on appelle une clause qui s'appelle la CSI, c'est-à-dire que le mandataire, il est obligé de faire payer la dette locative de l'ancien locataire au nouveau. Ok. Donc celui, quand il fait l'offre en liquidation judiciaire, s'il fait une offre à 50 000 et il y a 20 000 € de dette locative, elle est pour toi. Donc tu la récupères. Tu as porté pendant 4, 5, 6 mois bien sûr. une perte de loyer, mais en général, comme tu fais des bonnes rentabilités, tu empruntes sur 15 ans, ton loyer est supérieur à ton crédit, 9 fois sur 10. Ouais. Pas de beaucoup, mais les 200 sur un loyer à 1005, tu vas peut-être avoir 1500 € de crédit, tu vas toucher 1800 € de loyer, donc 3600 € par an en plus de trésor. Tu as demandé des bonnes garanties, comme on l'a dit, tu as 6 mois de dépôt encaissé, donc tu as déjà quand même 6 mois devant toi. Et puis en général, quand tu vas à ta banque et que tu fais ton financement, moi je le fais surtout, et mes clients aussi, ils demandent un décalage pour bien sûr, une franchise. Un report. Donc tu fais un report, donc il commence à première au bout de 6 mois, mais sauf que tu as déjà ton locataire et il commence déjà à te payer. Donc en général, tu arrives tout de suite quand tu crées tes murs, quand tu achètes tes murs, tu as toujours 1 an dans la main d'avance. Donc ça pallie à ce petit décalage que tu peux avoir, etc. Ce que tu ne peux pas avoir dans l'habitation. Ouais. Parce que l'habitation, tu as 1 mois de dépôt de garantie, tu as ce genre de choses qui fait qu'aujourd'hui, puis quand ton locataire ne paye plus, tu n'iras jamais lui chercher 1 euro. Bien sûr. Donc tu arrives à bien gérer ton équilibre vie pro, vie perso, c'est important pour toi? J'ai eu du mal au début. Ouais. Enfin, il y a une période, à un moment, quand tu grossis trop vite, j'avais la tête dans le guidon. Il y a des fois, je me dis, c'est pas possible.
Ouais. Le téléphone, il faisait que sonner. J'avais des WhatsApp. Bon, quand ceux qui nous écoutent, ils vont dire non, mais de toute façon, tu réponds toujours pas au téléphone. Mais c'est dur à gérer. Ouais. 80 personnes et les bagarres et les trucs. Parce que quoi qu'il arrive, même si on s'entend super bien, il y a toujours non, mais c'est mon client, non, mais ces trucs. Ouais, bien sûr. Bon, tu connais ça. Donc, et puis c'est des agents co, donc c'est normal. Quand c'est des salariés, bon, ils ont déjà quelque chose, mais l'agent co, il veut son bout de pour pain. son pain, ouais. Donc ça, c'est à gérer. C'est l'humain qui est le plus dur à gérer. Ouais. Une fois que tu as trouvé un équilibre et que tu arrives bien à gérer tes équipes, et nous, avec David, ils nous connaissent, on est la justice. Ouais. Ça veut dire, nous, la fais pas à l'envers, nous fais pas de truc. Même si quelquefois, c'est à notre détriment, on dit, il a raison, on fait moitié-moitié, on fait truc. C'est le nerf de la guerre pour que tout le monde s'entende bien. Bien sûr, un bon arbitrage. Ah, mais il n'y a pas de, non, mais c'est mon préféré, il a pas de truc, ou j'ai plus d'intérêt parce que... Il n'y a pas, parce que lui il a 20% et l'autre il a 25% parce qu'il est déjà senior, etc. Ouais. Il n'y a pas, parce que ça te retombe dessus et ce que tu vas vouloir gagner d'un côté, tu le perds x100. Et où tu te vois là, dans 10 ans? Je me vends peut-être plus dans le point de vente, dans 10 ans. J'espère qu'on construit tout pour que dans 7-8 ans, peut-être que le BP il sera peut-être vendu ou pas. Peut-être bien dans l'hôtellerie, moi je me vois dans l'hôtellerie. Ouais. Tu te vois dans l'hôtellerie. Ouais. Te reposer un petit peu quand même? Non, tu vas pas. Enfin, ouais, non, tu bosses, mais. Celui qui se repose, enfin après il y a avec un peu moins d'humain. Non, mais l'humain, quand tu sais le gérer, il n'y a pas de. Ouais. C'est pas le. Nous, ça a été dur de passer de 10 à 25-30. Ouais. Je pense dans la période où tu es là. Vous êtes combien aujourd'hui? 27. Voilà. Cette période-là, elle est compliquée parce que tu n'es pas une très grosse agence. Tu n'es plus du tout une petite agence. Donc tu as le cul entre les deux chaises. Tu es dans un truc où c'est compliqué. Tes choix sont. Ce qui marchait quand tu étais 5-10 ne marche plus quand tu es 30. Essayer de garder le même esprit aussi, l'esprit un peu famille, tu vois. C'est très très dur et tu vas le perdre quoi qu'il arrive. Ouais. On fait tout pour le garder, mais une famille de 100 et une famille de 20, bien sûr, c'est pas la même famille. Donc une fois qu'on rajoute des cousins germains, des tantes, etc., et que tu es autour de la table, bah, tu n'as plus la même proximité que tu avais quand tu étais 5 autour du truc. Quand tu vas dans l'after work et tu vas prendre ton petit verre à 5, c'est pas pareil que quand tu ramènes 80 personnes. Tu peux plus faire la même chose. Déjà pour faire les activités, c'est des galères. Tu peux plus faire la même chose. Nous, on fait des séminaires, on fait des trucs à 80 personnes. Mais l'organisation, c'est un truc de martien, quoi. Ouais. Les coûts aussi. Bien sûr, nous, on envoie des montants. Après, c'est plus les mêmes chiffres non plus. C'est plus les mêmes chiffres, mais les montants que tu envoies, tu te dis, bon, on fait pas plutôt une soirée, quoi. Bien sûr. Parce que tu envoies des trucs où tu te dis, c'est pas possible. Ouais, c'est énorme. Alors moi, mon comptable, il m'a appelé, il m'a dit, tu vas pas faire ça. Une agence d'événementiel. Ah ouais, je dis, mais attends, si. Ça représente 30% de mon chiffre d'affaires. C'est ma communication aussi. Bien sûr. Les garder, c'est des souvenirs. J'ai des mecs qui m'ont dit, mais il y en a deux, moi, j'avais jamais pris l'avion. Enfin, sortir en dehors de. Ils avaient pris l'avion, mais ils n'étaient jamais sortis en dehors de l'Europe. On les a amenés à Dubaï, on les a amenés en Thaïlande. Les mecs, ils sont revenus avec des étonnes. Ah ouais, c'était. Et puis là. Non, pour moi, c'est essentiel, je suis d'accord. Et c'est dans ces moments-là, tu m'as dit que tu allais bientôt faire un séminaire. Ton premier, c'est dans ces moments-là où là, tu détaches la vie professionnelle. Tu te retrouves, tu apprends à connaître les gens. Il y en a, tu ne savais même pas qu'il y avait des frères et sœurs, il y en a qui ne savaient même pas qu'ils étaient mariés ou qu'il y avait un gosse. Là, tu essayes de construire un truc et il se passe des choses dans ces moments-là. Les gens peuvent s'en souvenir toute leur vie. Et donc, moi, je me souviens quand j'étais... des fois, on ne mesure pas l'impact, tu vois. Non, mais c'est plein de petits trucs au quotidien. Et c'est pas que faire des séminaires à je sais pas combien de... Ça peut être une phrase, même une rencontre, comme je te parlais tout à l'heure. Ça peut être plein de choses que... Tu vois. Moi, j'ai un mec qui m'avait marqué quand je faisais des sites internet. Je faisais des sites internet d'un truc qui faisait du Loire-Aubien, ce genre de choses. Ça s'appelle MTD Finance. Le mec, le patron, j'avais fait plein de sites internet avec des points .org tout au début. Il m'a dit on va faire ça parce que les gens vont penser que c'est comme des points gouv et ils vont remplir les formulaires sur du Robien, sur du Girardin, sur du Pinel. Ça n'existait pas le Pinel à l'époque, mais sur ce genre de choses. Et comme ça, on va avoir une tonne de leads. Je te parle ça il y a quasiment 20 ans. Et donc, je lui ai fait je sais pas combien de sites comme ça. Je lui ai fait plein de petits sites. Et en 2 semaines, il avait eu mais fois 50 le nombre de leads qu'il cherchait. Il m'appelle, il me dit Jonathan, vous êtes où? Moi, j'étais tout jeune et tout. Je lui dis je suis à l'ISG, je termine mes cours. Il me dit rejoignez-moi à cette adresse. J'y vais. Le mec, il m'emmène chez Gambler me faire un costume sur mesure. Gambler, pour ceux qui ne savent pas, c'est un beau costumier place de la Madeleine. Beau costumier, il me fait ça. Bon, ça lui avait coûté peut-être 800 balles ou 1000 balles, ce qui est de l'argent. Mais encore aujourd'hui, et c'est lui qui m'a donné aussi l'envie de faire des kiffs aux gens, de trucs. Parce que, bon, quoi qu'il arrive, tu fais plein de choses pour les autres, mais tu le fais aussi pour toi. Bien sûr. Et quand il a fait ça, je suis rentré chez moi avec mon petit costume comme ça. Je dis merde,
Il m'a envoyé des paillettes dans les yeux. Il a pris le temps d'y aller, de me conseiller, parce qu'il était toujours le mec qui était super bien sapé et tout. On a passé 1 heure ensemble. Et je t'ai dit, encore aujourd'hui, je m'en souviens. Ouais. Non, mais ça marque, il y a plein de petits trucs comme ça. Et donc, le but, c'est... Alors, tu peux pas faire toute la journée des trucs comme ça, c'est pas possible. Mais de temps en temps, la reconnaissance... Non, mais ça peut être une petite phrase. Que même toi, d'ailleurs, tu mesures pas l'impact, mais le mec te bravo, dira dans 5 ans, tu vois. Un petit appel quand t'es 80, tu sais, un petit appel d'un mec que tu croises pas souvent parce qu'il vient de démarrer, etc. Et lui dire, bon, moi, j'ai vu que t'as fait ce premier truc, bravo. Au-delà de l'aspect financier, la reconnaissance, elle a un pouvoir qui est quelquefois bien supérieur à l'oseille. Ouais. Voilà, l'oseille, c'est important, mais... Ouais, bien sûr. Donc, si t'arrives qui gagne bien sa vie, en plus qu'il y a de la reconnaissance, mais c'est dur. Plus tu vas grossir, plus... de le tenir, ouais. Tu vas tenir. Parce qu'en fait, ta journée, elle n'est pas extensive. Donc bien sûr, tu peux pas parler à 100 personnes dans une journée. Tu peux pas parler à 100 personnes, tu peux pas... après, il y en a, je comprends pas, ils me calculent plus. Non, c'est pas que je te calcule plus. C'est... Ouais, parce qu'après, ils savent pas ce qui se passe aussi de ton côté, et toutes les choses, la charge. Ils n'ont aucune idée bah oui. de... Des fois, ils se disent, ah putain, Aaron, il est pas bien aujourd'hui, il est mal luné, mais ils savent pas ce qui se passe derrière. Tu restes humain, tu restes... nous, on a quelquefois des bugs se loger, on a 6000 annonces. Ouais. Bugs se loger, du jour au lendemain, t'as plus d'annonces. Ah ouais, non, mais ils savent pas dans quel état ça peut mettre, ça. Et eux, ils te disent, je comprends pas, le téléphone, il sonne plus. Mais après, il faut gérer le problème. Et se loger, il te dit, non, c'est ton CRM qui va pas. Ton CRM, il te dit, non, c'est se loger. Truc. On est en plein dedans, là. Voilà. Parce qu'on a bougé de logiciel. Voilà. Donc, ils te disent, non, mais... Et tes annonces, finalement, ils t'affichent le loyer hors charge, hors taxe. Et alors qu'il doit être... En fait, tu as des trucs qui te prennent quelquefois 3 jours de boulot avec des mal de tête. Et puis le mec, il arrive, pourquoi tu m'as pas dit bonjour Voilà. Mais le plus dur, c'est de rester quand même humain. Et voilà. Mais c'est vrai que tu as absolument raison. Ils se rendent pas compte de tout ce qui est derrière. Il doit arriver, bien sapé, qui fait un peu d'oseille, etc. Bon, ils savent tout le boulot qu'on fait parce qu'on est avec David... à fond dedans et c'est notre bébé, mais c'est impossible de se rendre compte. Mais de toute façon, c'est celui qui est, soit tu es entrepreneur et tu sais tout ce qu'il y a derrière, soit tu l'es pas. Donc si tu l'es pas, tu te dis bon, le mec il bosse, etc. Mais tu peux pas te rendre compte que même à minuit tu reçois des trucs, ça n'arrête pas. Ouais, c'est du non-stop. Mais bon, c'est une passion, de toute façon. Bien sûr. Nous on voit pas ça comme du boulot, quoi. On se lève le matin comme si on allait faire un paddle. Ouais. Tu fais du paddle ? Un petit peu. Un petit conseil pour quelqu'un qui voudrait se lancer dans l'immobilier, un jeune comme toi tu l'as été. Ouais, alors, un vrai conseil, n'attends pas pour acheter de l'immobilier, achète et attends. Pas mal, elle est belle, ça fera un short ça. Ça, c'est... J'ai trop de copains qui me disent non mais c'est pas le moment d'acheter, regarde les taux, non c'est pas le moment de l'acheter, regarde c'est trop cher, regarde, c'est jamais le moment d'acheter. Si tu regardes, c'est jamais le moment d'acheter. Et si tu regardes, tous ceux qui ont acheté quand c'était jamais le moment d'acheter, ils ont bien fait d'acheter. Ils ont bien fait d'acheter. Donc, tu es dans un truc où... et achète aussi ta résidence principale. Ouais. Celui qui achète... tu le conseilles ? Ah ouais. C'est intéressant ça. Ouais. Bon, moi je suis partisan aussi, mais... C'est pas grave, achète plus petit, tôt. Parce que, bien sûr, quand tu commences à avoir des enfants, etc., tu as besoin de surface plus grande. Mais plus tu vas acheter tôt ta résidence principale, alors ok, tu vas pas être à Neuilly parce que tous tes copains sont à Neuilly en locataire, mais tu vas être peut-être à Courbevoie. Mais c'est pas grave. Ouais. Déjà, c'est la seule niche fiscale. Bien sûr. Tu montes, tu descends. Je te parle des murs de boutique. C'est quand tu vas revendre, ça va être net d'impôts dans ta poche. Moi, j'ai fait, je pense, quasiment autant d'argent avec mes RP qu'avec mon vente. Ah ouais ? Ouais. T'as déménagé combien de fois ? Peut-être 12 fois. Ah putain. Ah ouais, c'est physique quand même. C'est tout quoi, tous les ans et demi, genre ? Ouais, tous les 2-3 ans, ouais. Et jamais on a toqué ? Non. Pour l'instant, non. Là, je suis sur ma 2e, moi. Non, mais ça toque pas. Ouais. Ça se trouve, à cause de ça. Ça va toquer. Non, mais après, tout s'explique. T'as un enfant en plus. Ah oui, non, mais attention. T'as Covid. On dit pas que t'as fait ça pour pas payer d'impôts sur ta plus-value. Non, pas du tout. Mais après, bon, tout s'explique. T'as un enfant en plus. T'as ta femme, pendant le Covid, elle était claustrophobe, elle avait un extérieur. Ouais. Bon, après, il y a 10 000 choses à raconter, quoi. Bien sûr. Mais tu le conseilles ? Ah, je le conseille. Alors, peut-être pas faire autant que moi, mais... Oui, bien sûr. Mais en tout cas, acheter son toit, parce que quoi qu'il arrive, déjà, il y a un truc... Ça passe à une vitesse, les années. Donc, quand tu te dis... achète maintenant, parce que dans 3 ans, tu vas te retourner, tu vas dire, ça fait déjà 3 ans que j'ai acheté. Ah, mon capital restendu, il a déjà baissé de temps. Il n'y a pas de secret, de toute manière. Plus vite tu achètes, même mal acheté, c'est pas grave. Faut acheter. Si tu pouvais parler au Jonathan du début, tu lui dirais quoi ? T'as bien fait. Ouais. T'as fait des erreurs que tu devais faire, je changerais rien. Tu ne bougerais rien ? Rien. Superbe. Et ta définition du succès ? Qu'on finisse sur une bonne note. Définition du succès, allier famille,
pro, perso là-dedans, un équilibre, ce qui n'est pas facile, Mm. et transmettre aussi. La transmission. Ah ouais, Jonathan, merci. avec plaisir. C'était génial. C'était un kiff. Et c'était un plaisir.